Announcements. Honourable Members, today I have certain announcements to make before we proceed any further. As I said at the last sitting, we are most of us still in a learning period. I will therefore once more have to refer to the standing orders for all members to observe the rules of order of this Assembly. At the last sitting, on 7th February 2025, the Honourable Leader of the Opposition raised a point of order on the use of the word culprit, on which I did not get a chance to give a ruling as he decided to walk out of the House. I had indeed taken some time, hoping that things would calm down, which unfortunately it did not. Later, I met him and he told me that he would write to me. Today, I finally received the letter, which dates from yesterday, but I received today. In any case, I had decided to pronounce myself on the points raised. Now I will give my ruling. May I first of all refer, Honourable Members, to Standing Order 41, and I'm only reading the relevant parts. 41.1. A member rising to a point of order shall direct attention to the point he or she desires to bring to notice and submit it to the Speaker or the Chairperson for decision. 41.2. The Speaker or the person presiding, whose decision shall be final, may reserve such decision until a later stage of the proceedings or at any other sitting. Perhaps I should have informed the House that I had decided to reserve my ruling before the Honourable Leader of the Opposition walked out. But I did tell everybody, between inverted commas, I quote, "You are making it very difficult for me," and I was hoping that we would have found a peaceful solution. I have to repeat what I had stated at the same sitting earlier on, quoting again Standing Order 42. It shall be out of order to use unbecoming words or expressions or to use offensive language about members of the Assembly. I understand that the term culprit meant in the context political culprit, and it referred to the Honourable Leader of the Opposition in a past capacity. He cannot, at each sitting, be the object of comments regarding his past capacities. My second point is that my attention has been drawn to an offensive term used by the Deputy Prime Minister while the Leader of the Opposition was almost out of the House. There was a lot of noise, and I did not personally hear those words. I therefore read the transcript of the handset and did indeed note that an unbecoming and offensive term had been used. I discussed with the Honourable Deputy Prime Minister, who said that he had already made a decision on that issue. So you have the floor, Deputy Prime Minister. I now invite you. Well, thank you, Madam Speaker. I withdraw the words Alpan dit d'eau, with your permission.
The problem is I would like those words not to appear again in the Hansard. We will find a solution. And I thank the Honourable Deputy Prime Minister. No comments? My second announcement is as follows. In the same context, earlier on, the Honourable Fourth Member for Mortailong and Port Louis North had referred to Honourable Members from Rodrigues by stating that those who had been appointed as best losers should have sat in the opposition. I had to stop him carrying on with this. I now refer the Honourable Member and members to Section 5.3 of the first schedule of our Constitution. And I read, the first 4 of the 8 seats shall, so far as is possible, each be allocated to the most successful unreturned candidate, if any, who is a member of a party and who belongs to the appropriate community, regardless of which party he belongs to. Full stop. There is nothing about being in the opposition or whatnot. No one raised a point of order, but I consider it my duty to clear this point for the record, as direct reference was made to the 2 honourable members appointed as best losers and who are free to make their own choices. This is most inappropriate, and I will not tolerate any more such references to honourable members of the National Assembly. Thank you. Papers have been laid. Question? Yes, the Honourable Leader of the Opposition. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I've given notice of the following private notice question addressed to the Honourable Prime Minister, Minister of Defence, Home Affairs and External Communications, Minister of Finance, Minister for Rodrigues and Outer Islands, whether in regard to the decision taken by the Monetary Policy Committee of the Bank of Mauritius on 4th February 2025 to review the key rate by 50 basis points from 4% to 4.5% per annum, he will state if government has carried out an impact assessment of the spillover effects thereof across different sectors of the economy. Yes, Honourable Prime Minister. Yes, Madam Speaker. First of all, let me stress to the Leader of the Opposition that we have restored the independence of the Bank of Mauritius, as it should be. However, in view of the importance of this issue, I seek the indulgence, Madam Speaker, your indulgence, and that of the House for a comprehensive reply. Madam Speaker, I am informed that the Monetary Policy Committee had already weighed the impact of its policy decision on the various stakeholders and chosen to act in the best interest of the economy. This is in line, Madam Speaker, with the statutory requirement for the MPC to formulate and determine monetary policy in order to maintain, one, they have to maintain, this is objective, price stability, and taking into account that they must balance the economic development of Mauritius. These are the 2 objectives that the central bank has. I would also like to quote Section 55(3) of the Bank of Mauritius Act, which emphasizes the independence of the Monetary Policy Committee and states that, and I quote, in the discharge of its functions, the committee shall not be subject to the direction or control of any other person or authority. We in this government take this commitment very seriously and believe in the independence of the central bank because it is for the benefit of the economy and society at large. However, the same cannot be said of how decisions have been taken during the past 10 years, I should say. As it is widely recognized that an independent central bank is fundamental, it is a fundamental building block
in an economy to fight inflation and to promote conditions for stable, long-term economic growth. The Bank of Mauritius has acted independently and within the parameters of its mandate after taking into consideration in-house expert analysis and assessing the implications on the economy at large. I must underscore, Madam Speaker, the fact that under the previous government, decisions taken by the MPC were politicized, with directives coming outside the Bank of Mauritius. Many expert decisions were completely disregarded for sheer political motivations. Let me illustrate this, Madam Speaker. In September 2024, MPC meeting was organized at a very short notice, on an overnight basis following the policy decision of the United States Fed. The experts in modeling and forecasting, they have experts for the information of the leader of the they have experts who do modeling, who do forecasting. The experts in modeling and forecasting at the Bank of Mauritius proposed a rise in the key rate given that inflation forecast was still above the midpoint of 3.5% for the medium term. And the interest differential, which is very important, between the US dollar and the Mauritian rupee was unfavorably high. This is why they proposed a rise in the key repo rate. I would like to inform the House that this macroeconomic forecasting model has been developed with the support of the IMF for the use in the Mauritian context. Taking the right, but they didn't do this, they went the other way around. Taking the right decisions in line with this expert judgment would have avoided adjustments that have now to be implemented and to the scale that are currently being seen since this had contributed to narrowing the interest rate differentials with the US dollar significantly and assisted in containing the depreciation of the rupee. While the experts advocated for an increase in the key repo rate, which at the time was at 4.50%, the decision was then taken, contrary to what the experts' advice had been given, was a reduction in the key rate to 4%, that is, from 4.50%. The situation was dire when the government took office in November 2024. Growth data and other statistics had been doctored to show a falsely bright picture as shown in the State of the Economy report. I won't go into the State of the Economy report. I want to stick to the answering that question. The previous government relied excessively on money printing to finance the budget deficit. The Bank of Mauritius injected a total amount of, believe it or not, 160 billion rupees. They injected that liquidity into the banking system to fund government spending and to finance the famous Mauritius Investment Corporation. This created a situation of massive excess liquidity that in turn contributed to high levels of inflation that the country experienced and to significantly depreciate the rupee. This excess liquidity was at an all-time high of around 90 billion rupees in August 2023, just prior 1 year to the election. The inflation rate reached a peak of 11.3% in February of 2023, while the rupee depreciated by 46% against the US dollar between the end of December 2014 and November 2024, which is on a cumulative basis, inflation increased by 46.5%. Madam Speaker, these developments severely reduce the purchasing power of the population. The flawed economic model based on excessive consumption and which resulted in much higher imports while exports dwindled. The trade deficit was at a high of 163 billion rupees, that is 25.4% of GDP in 2023, and is estimated to be even higher at around 182 billion or 26.1% of GDP in 2024. The massive amount of excess liquidity in the system and the very accommodative
monetary policy stance of the Bank of Mauritius led to the wide interest rate differentials between instruments denominated in rupees and those denominated in US dollars. Lower returns coming from the domestic market, money market, as the result of the massive excess liquidity have over the past years contributed to negative interest rate differentials with currencies such as the US dollar. And this has led to the weakening of the rupee. The result of this mismanagement of the excess liquidity situation was an erosion of the purchasing power of our citizens through inflationary pressures. These negative differentials are even higher when you adjust them for exchange rate effects. It was therefore crucial to ensure that this negative yield differential should be addressed sustainably if we want to contain depreciation of the rupee, the pressures on the rupee, and to restore the purchasing power of Mauritian citizens in line with our electoral promises. Let me list the action that the Bank of Mauritius has taken since the new management has taken office as from mid-November 2024 to improve conditions on the domestic foreign exchange market. The new management team acted swiftly to correct several dysfunctions that they observed in the forex market by addressing loopholes that were maintaining a depreciation bias and a shortage of foreign currencies in the market. Secondly, the bank is monitoring the rates at which forward transactions are being conducted and will take regulatory action against any bank distorting prices in the forward market. Third, the bank has engaged with other institutions to manage and curtail any potential regulatory arbitrage. Fourth, the bank exercises vigilance with regard to foreign currency transactions taking place between banks, customers, and foreign forex brokers, and conducts enhanced due diligence on intercompany buying and selling of foreign currencies, as well as what we call swaps and derivatives. As every member of the public now already knows, the dates of all the MPC meetings are already known for 2025. There will be no overnight call for the MPC to do what they did in the past. This marks a significant departure, as I say, from what the previous regime did in total opacity. It is important to note, Madam Speaker, as the result of the removal of these dysfunctions, that the rupee has stabilized even before the last MPC meeting. It has started stabilizing. I must assert that since this government has assumed office in November 2024, I have ensured that there is no political interference in the operations of public institutions and in policy decisions of these bodies. The MPC, as I said, Madam Speaker, is fully independent, and MPC members have to adhere to a code of conduct which includes a number of criteria, including independence and confidentiality. The decision-making process of the newly formed MPC at its first meeting, that is in February, was taken independently after diligently appraising the developments in the macroeconomic field and financial markets, and after balancing the risk to inflation and growth. Let me also share with you, Madam Speaker, that the MPC assesses the various implications of an interest rate change when formulating monetary policy. The implications of interest rate changes on the financial system, the household sector, and the corporate sector were considered and discussed by the MPC, I'm told, when it decided to raise the key rate on 4th of February of this year. The focus of the MPC remained on lowering inflation, achieving price stability, and exchange rate stability. The analyses conducted by the Bank of Mauritius on a hike in interest rate have confirmed the resilience of the financial system, as well as all the household and corporate sectors, to the hike in the policy interest rate. The household sector is not expected to be under any strain following this rise in the interest rate. The ratio of household debt servicing to GDP is expected to continue to hover around 6%. The rise in nominal income of households will cushion the recent increase in interest rates and maintain the debt servicing capacity. Most of this information that I'm sharing with the House is already in the public domain. The minutes are already published on the bank's website. After deliberations on the rationale and implications of increasing the interest rate, I am told the MPC carefully balanced the risk to the inflation
and the growth outlooks, and unanimously decided that due to the buildup of distortions in the money and foreign exchange markets, as a result of implementing inappropriate decisions under the previous government, a bold policy response was absolutely necessary. Given that inflation risk was said to be on the upside, the MPC decided that it was crucial to ensure that the inflationary expectations remain contained. The expectations are very often more important than what the inflation rate actually is. In line with the bank's price stability mandate, so they decided they will enhance the purchasing power of citizens and this will allow borrowers to better service the debt. This would help achieve the following objectives, namely, lower excess liquidity, reverse the negative interest rate differential with the US dollars, mitigate exchange rate pressures, contain inflationary pressures, and encourage savings. Madam Speaker, I must state that we're already seeing some tangible effects on both the value of the rupee and inflation, as follows. On the value of the rupee, between the 3rd of January 2024 to the 15th of November 2024, the rupee depreciated by 6.8% against the US dollars, by 3.2% against the euro, and 7.3% against the British pound. Between the 18th of November and today, that is 21st of February, the rupee has actually appreciated by 0.6% against the US dollars, by 1.3% against euro, and by 0.9% against the British pound. And lastly, since the beginning of the year, the rupee has appreciated by 2.8% against the US dollars, by 0.6% against the euro, and 0.9% against the British pound. On a year-to-year inflation, it has been declining since November 2024 from 3.4% to 1.9% in January of 2025. We expect, Madam Speaker, inflation to come down as the depreciation of the rupee is contained. Madam Speaker, we took a commitment to protect the purchasing power of the people of this country by containing first inflation and secondly by stabilizing the rupee. After 3 years, we have started to see some early results. Thank you. Thank you. Yes, Honourable Leader of the Opposition. Thank you, Madam Speaker. In his reply, the Prime Minister has stated that with regard to the household sector, there will be no impact as such. But, Madam Speaker, we all know that by the end of this month, those who have housing loans will have to pay more. And on the other side, Madam Speaker, we also know that commercial banks are making a lot of profits. You're supposed to ask a question. Yeah, I'm going to ask the question. Will the government intervene and consider negotiating with the Mauritius Bankers Association to keep the interest rate on loans unchanged, at least for this year, with the objective, Madam Speaker, to ensure a seamless debt financing and at the same time protect the livelihood of the population? As I said, Madam Speaker, the Leader of the Opposition perhaps missed it. I did say that they have experts, that they look at all the consequences, but they have to look at the public interest. And the interest of the country is the economy. We have to ensure that inflation is brought down, that the rupee, the depreciation stops, and that the marginal differences are reduced between the two currencies. So they take all this into consideration. I did say also that on the housing sector, we believe there will not be any adverse effects. I should add to tell the Leader of the Opposition, he seems to forget, at one point you did increase the interest rate. Not at one point, I think at twice or three times. And of course, everybody who has a loan has to pay more if the interest goes up. This is known, but you can't have your cake and eat it at the same time. Madam Speaker, I've put
that question, but let me give an example so that the House understand what I'm stating. Put a question. Yeah, Your but example will let be me in the give the question. example and then All I'll right. put the question. All right. For example, Madam Speaker, a family who has a housing loan of 5 million rupees, let's say payable over a period of 20 years, at the end of this month, there will be an increase of 1,427 rupees on their housing loan. Honourable Prime Minister, you will agree that this represents quite an amount. This is why I put this question, Madam Speaker. We are aware, Madam Speaker, and I believe the Prime Minister is also aware of that there is a housing loan relief scheme. That scheme was introduced in 2023 and 2024 and then extended to June 2025. Now, that scheme was introduced in order to help those households. Can government consider, first of all, increasing that housing loan relief scheme by 500 rupees, at least to meet? I've given an example that 1,427 rupees for a loan of 5 million rupees, and give also due consideration for extending it for a period of 1 year, in order to alleviate the burden of those families, Madam Speaker. The leader of the opposition forgets that they were in government, they never alleviated anything when they increased the rate. But let me say something else. This is what I call money illusion. If you increase wages, you keep giving subsidies left, right, and center, of course, you will end up with a problem that we have ended up. You have to stop the rot. This is what we're doing. We have to put order in the economy. In the long run, everybody will benefit. But in the short run, this is what we inherited. We have to take some action. As I say again, we have to control inflation and we have to contain the depreciation of the rupee. Now, we cannot do this on one side and then keep doing other things on the other side. As the leader of the opposition knows, when he mentioned it many times, we gave the 14-month salary to over 90% of the people. This was a difficult decision because there was no money. Modi's was watching us. They're still looking at us. They said they will monitor us for the next 18 months. So we have to make a decision. We try to relieve as we can. But this is what is the actual situation. And as I say, in the bank, they looked at all these before coming to the conclusion that they did. The Honourable Prime Minister mentioned the 14-month bonus. Let me come to another sector, that is the SME sector, Madam Speaker, which employs about 64.2 of workers in this country and contribute to nearly 40% of GDP. Now, I understand, Madam Speaker, that many SMEs have not received their allocation from the MRA to be able to pay the 14-month bonus. And we all know, Madam Speaker, that most of those SMEs have loans from banking institutions, and they will be hit by this increase in the key rate. Can the Honourable Prime Minister inform the House of measures, if any, being taken by government to ease the financial burden of those SMEs following the increase in the key rate? This doesn't pertain to the question, but let me just remind him, we have been saying, what are you doing for the SMEs when you were in government? They turned a deaf ear completely. Wait for the budget and you'll see. Madam Speaker, may I take a point of order? There is an honourable member who is speaking behind my back from a sitting position. Members will have to behave as far as possible. But he has two eyes, Mark. Don't let's waste time. Honourable members, please. I'm not yet deaf, but I didn't hear. Come to your last, maybe last, I don't know, you've got a few more minutes. But the question must be on the repo rate, as much as possible. Yeah.
Madam Speaker, the Honourable Prime Minister may be aware that several banks around the world, and to mention a few, the Bank of England, the Reserve Bank of India, the European Central Bank, the Bank of Sweden, the Central Bank of Canada. I'm sorry. Have all this, this is No, in let- relation to the question, Madam You Speaker. haven't even let me say what I have to say. Put the question and then you do the opposite. You do the opposite. Put your question and then you can qualify your question. Please. Please. Madam Speaker, it is related to my PNQ because all those banks that I've mentioned, they have decided to cut down the key rate. Does the government believe that it would have been wiser in those time of global uncertainties to maintain the same repo rate? Leader of the opposition is comparing now economy of Mauritius, which has been bankrupted, with other economies which have taken the measures that they had to take. This is different. You can't compare Britain, France with Mauritius. Here we have had a government which has destroyed the state of the economy, destroyed, manipulated figures. We have to deal with it. We are having to deal with this now. This is what I need to say to the leader of the opposition. One maybe you let Madam Speaker. Honourable Fourth Member. Yes, the Prime Minister, can the Prime Minister tell us with regards to the repo rate being increased, of course, it will have an incidence, obviously, on prices in general, across the board. Now, the price stabilization account, which has been promised as the first, in fact, the most important promise of l'Alliance du Changement, was in fact for the purpose of alleviating purchasing power of low-income families who are going to be impacted by this. Should we now, can the Prime Minister tell us whether this 10 billion price stabilization account which has been promised is still on the table? The question was on the Bank of Mauritius. Now you come. I'm sure you would like to reply to that. Yeah, I can reply to that, but it's outside the question. First of all, let me say something. There is an illusion here. You don't seem to realize what the previous government has done with the economy. We have to take corrective actions. We cannot say, well, let's do as we did before. If we do that, we'll end up what Greece happened, what Greece came. I'm sorry? But this is what we have to interrupting do. the Prime We have to Minister, act Honourable responsibly. We cannot act like the previous government did. Exactly. Bravo. Last question. Yes, I'm Madam looking at the time. Speaker. Again, with regard to the SMEs, I think we all agree that they are facing a difficult situation. At least government should come forward with accompanying measures for that sector. Otherwise, they will lay off workers, Madam Speaker. I'm surprised. I understand very well that issue. Maybe you can come with a proper question next time. Not on this question. I think time is up now, so we will move to the next item on our agenda. Motion. Nobody listens to what I say. Honourable Member for Babita, please don't add. Ne pas mettre de l'huile sur le feu, s'il vous plaît, pas d'huile sur le feu. Said motion. Motion, Honourable Prime Minister. Yes, Madam Speaker, I beg to move that all the business on today's paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. The question is that all the business on today's paper, on today's order paper, be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Those in favour say aye. Those against say no. The ayes have it. But maybe he agrees to stay after dinner. Statements by ministers. Madam Speaker, I have a statement
I thank you for having accepted for the statement because it was urgent. In the context of the celebrations of the 57th anniversary of the independence of our country, I have great pleasure to inform the House that following my invitation, His Excellency Sri Narendra Modi, Prime Minister of India, has kindly agreed As I said, His Excellency Sri Narendra Modi, the Prime Minister of India, has kindly agreed to be the guest of honor for our National Day celebrations. It is indeed a singular privilege for our country to host such a distinguished personality who is doing us this honor, in spite of his very tight schedule and in spite of his recent visits to Paris and the United States. He has agreed to be here as our special guest. The visit of Sri Modi is a testimony of the close relations between our two nations. Thank you, Madam Speaker. Honourable Deputy Prime Minister, we're not going to teach everybody how to clap or anything like that. Each one does what he thinks is best. Yes, motion. We've finished with the motion. No, the motion. Motion. Huh? No, we are not going to have another statement. I Motion. think. No more statements. Motion. Yes. Mrs. Baburam, yes. Honourable Junior Minister. Madame la Présidente, je me tiens debout dans cette auguste assemblée pour rendre hommage à la femme mauricienne, mais surtout à celles qui ont été victimes de violences sous toutes ses formes. Nombre d'entre elles ont été dépouillées de leurs droits, de leur joie de vivre, et pour certaines, même de leur vie. Nous avons témoigné de plusieurs cas d'infanticide et de maltraitance envers les enfants. La drogue et d'autres fléaux rongent nos familles. Tout cela signifie que notre société a besoin d'aide et notre gouvernement du changement compte répondre à ces nombreux besoins. Madame la Présidente, je saisis également cette occasion pour féliciter tous mes collègues parlementaires pour leur élection. Cependant, nous devons reconnaître que la récente campagne électorale a été particulièrement difficile pour les femmes n'appartenant pas au MSM. Plusieurs de mes collègues candidates de l'Alliance du changement, à l'instar de Rubna Doriaou, Véronique Legovine, Babita Thannoo, Karen Foukyun, Johanna Béranger, Annabelle Savapati et moi-même avons subi des attaques infondées et malsaines durant la campagne électorale de 2024. Toutes ces attaques provenaient du mouvement sans moralité, le MSM et ses acolytes. Mais quand la femme veut, la femme peut. Nous sommes toutes élues aujourd'hui. Madame la Présidente, je suis particulièrement reconnaissante envers mon leader, le Dr Navin Ramgoolam, qui est à nouveau le Premier ministre de tous les Mauriciens, pour m'avoir fait confiance alors que certains disaient à mon égard « She does not tick any box ». Les critiques acerbes, les méchancetés et les campagnes de dénigrement dont j'ai été victime n'ont pas réussi à changer le cours de ma destinée. Je me suis en fait inspirée de notre lion, le vrai lion. Celui qui n'a jamais fléchi devant ses adversaires, qui a fait preuve d'une force de caractère, de résilience et d'une persévérance extraordinaire. Les hyènes ont certes fait des grimaces, mais ils ont dû fuir quand le lion est arrivé. The lion is still king.
Comme le disait si bien l'ancien président américain Theodore Roosevelt, ce n'est pas les critiques qui comptent. Ce qui compte, c'est celui qui se jette dans l'arène et qui se bat vaillamment jusqu'au bout. Je remercie aussi la circonscription numéro 11 de m'avoir donné l'opportunité de servir comme leur député et comme junior ministre de la République. J'avais seulement 16 ans lorsque je faisais mes premiers pas au sein du Young Labour. J'ai grandi avec les valeurs socialistes du Parti travailliste, qui est le deuxième plus grand parti dans l'océan Indien après l'ANC de Nelson Mandela et auquel je suis fière d'appartenir. Je servirai avec la même conviction et le même engagement qui ont toujours animé nos tribuns et nos dirigeants. Je n'ai aucun doute que mes deux collègues députés de la circonscription numéro 11, l'honorable Ashley Ramdas et l'honorable Manut Siburn, feront de même. Après tout, nous avons toujours travaillé comme une équipe soudée. Madame la Présidente, à ce stade, je voudrais attirer votre attention sur un fait crucial. Dans une société patriarcale, la femme est bien souvent considérée comme le symbole de la dignité familiale. Si vous souillez sa réputation, vous déshonorez toute sa famille. C'est pour cette raison que de nombreuses femmes, pourtant très capables, ne s'engagent pas en politique active. Mais la femme a toute sa place dans notre société, dans toutes les sphères, y compris la politique. Ce programme électoral marque l'avènement d'une nouvelle ère, où la femme ne devra plus se battre pour avoir sa place. D'ailleurs, votre élection comme speaker en témoigne suffisamment. Je profite de cette occasion pour vous féliciter, car vous accomplissez vos fonctions avec excellence, et nous en sommes tous fiers. Notre programme électoral prévoit également l'institution d'une Constitutional Review Commission, qui fera des recommandations pour plus de représentation féminine au Parlement. Mais qui dit politique, dit aussi finance. Il faut que la femme soit économiquement indépendante. Nous constituons plus de 50% de la population mauricienne et nous ne sommes pas des second-class citizens. Nous avons des droits et ces droits, ce sont des droits humains qui doivent être respectés. Je salue donc l'initiative de notre gouvernement qui prévoit d'amender la Constitution pour inclure les droits socio-économiques afin de permettre à chaque Mauricienne et à chaque Mauricien de gagner sa vie dignement. Notre programme vise aussi à créer plus d'opportunités d'emploi pour les femmes et à garantir une politique de parité salariale. L'introduction d'un congé parental pouvant aller jusqu'à 1 an, combiné avec le flexi-time et le work from home scheme, permettra aux mamans de s'occuper de leurs enfants tout en maintenant une activité professionnelle. L'allaitement maternel ne posera plus d'inconvénients. Toutefois, un cadre légal devra être mis en place pour assurer que les employeurs ne pénalisent pas ces femmes dans l'accès à l'emploi. Lors d'un entretien, un employeur ne devra plus avoir le droit de demander à une femme si elle est mariée ou si elle a des enfants, question qu'on pose rarement à un homme. Notre gouvernement redonne espoir à la famille mauricienne. Et cela, Madame la Présidente, devrait aussi réduire la population carcérale. À l'heure où je vous parle, il y a 175 détenus à la Women's Prison, alors que la capacité maximale est de 160. 4 de ces femmes, qui sont d'ailleurs des étrangères, sont obligées d'élever leurs enfants en détention. Nos enfants devraient être notre priorité, car ils incarnent l'avenir de notre pays. Mais l'ancien régime ne s'est jamais réellement soucié d'eux. Savez-vous que sous l'ancien régime MSM, pendant longtemps, il y a eu 39 officiers qui s'occupaient d'un seul enfant au RYC?
un gaspillage de ressources humaines. C'était cela, la réhabilitation pour eux. Ce n'est que la semaine dernière, sous notre gouvernement, que ces officiers ont été redéployés dans les probation hostels. L'éducation de ces enfants semblait aussi être le cadet de leurs soucis. Notre gouvernement a récemment délégué un enseignant pour assurer l'enseignement aux Correctional Youth Centers. En ce qui concerne les shelters, la majorité a déjà dépassé leur capacité maximale. Il arrive parfois que son honneur, la magistrate de la Children's Court, ne trouve pas de place disponible pour envoyer ses enfants suite à un court order. Ce problème a toujours été là et il n'y avait pas de volonté pour changer les choses. Heureusement que le changement est venu. Nous avons un défi immense à relever pour assurer un avenir meilleur à ces enfants. Madame la Présidente, la société, ce n'est pas l'autre. La société, c'est nous tous. Nous avons le devoir d'agir quand le sang de plusieurs innocents tués par des pédophiles, des parents frustrés ou même des conjoints jaloux nous interpellent pour que nous puissions leur rendre justice. Comme le disait le poète Louis Aragon, l'avenir de l'homme, c'est la femme. Et cet avenir est proche. Dans 2 semaines, nous célébrerons la Journée internationale de la femme. Un moment fort pour réaffirmer notre engagement envers l'égalité, la justice et la dignité de chaque femme. Je suis honorée de faire partie d'un gouvernement qui a choisi de placer l'humain au cœur même de sa vision, en portant un programme ambitieux et résolument tourné vers l'émancipation et le respect des droits des femmes. Ensemble, avançons vers ce changement. Ensemble, écrivons une nouvelle page d'égalité et d'espoir. Vive le changement, vive la femme mauricienne, vive la République de Maurice. Thank you, Honourable Junior Minister. Now I will call on the third member for constituency number 21, another woman, another lady, Honourable Member. Thank you. Madame la Présidente, honorables membres, c'est avec une immense gratitude et un grand sens de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui. Ma présence au sein de cette auguste assemblée est un honneur que je prends avec le plus grand sérieux et dévouement. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes plus sincères félicitations au Premier ministre ainsi qu'au vice-premier ministre. Votre leadership à tous les deux, votre vision et votre engagement à servir notre pays sont une source d'inspiration indéniable pour nous néophytes de ce gouvernement. C'est un privilège de pouvoir collaborer avec vous dans cette mission cruciale. Je tiens également à exprimer mes vives félicitations à vous, Madame la Présidente, et à votre député. Votre sagesse, votre impartialité et votre dévouement à la démocratie sont des exemples à suivre. Vous guidez cette Assemblée avec une grande maîtrise et je suis honorée de pouvoir travailler sous votre direction. Mes félicitations aussi aux élus et membres siégeant à ce 8e Assemblée nationale, les ministres, les junior ministers, les députés et les membres de l'opposition. Le peuple nous a investis. Nous formons un corps législatif qui a la lourde mais noble tâche de travailler dans l'intérêt général de notre pays. Debout devant vous est une humble servante représentant la voix des électeurs de la circonscription numéro 21, Rodrigue. Rodrigue, mon île tant aimée. Rodrigue, mon île, hélas, si souvent oubliée et négligée. C'est palpable. Madame la Présidente, Rodrigue
bien qu'elle jouisse d'un statut autonome depuis 2022, fait partie de la République de Maurice. Comme on dit, it's enshrined in our Constitution. Cela est irréfutable. D'ailleurs, sur mon passeport, j'ai la nationalité mauricienne et j'en suis vraiment fière. Madame la Présidente, il y a un mais. Pourquoi est-ce que moi, mauricienne, née et vivant à 650 km de l'île Maurice, ainsi que nombreux de mes compatriotes, patriotes dans l'âme, avons ce sentiment de traitement de deux poids, deux mesures, voire même un feeling d'injustice et d'inégalité quand nous comparons ce qui se fait à Maurice et ce qui se passe à Rodrigue. Et malheureusement, nous nous sentons moins mauriciennes. Est-ce normal, Madame la Présidente, alors que nous entonnons tous le même hymne national, The Motherland? Croyez-moi, Madame la Présidente, les exemples ne manquent pas. Les élections nationales élisent 3 membres pour chaque circonscription de la République. Pourtant, nous, à Rodrigue, nous élisons 2 membres. Uniquement 2 membres, Madame la Présidente. Si nous parlons de nombre d'électeurs au niveau des circonscriptions, pendant les élections du 10 novembre 2024, 2 circonscriptions, la numéro 2 et la numéro 3, enregistraient 30 950 et 31 325 électeurs respectivement, alors que Rodrigue avait 32 986 électeurs. Et cette dernière, toujours lagging behind. Alors que nous parlons haut et fort de justice et d'égalité, je ne pense pas être la première à faire mention de cela, Madame la Présidente. Mais je suis positive que ça va de soi qu'il y a matière à corriger et je suis animée d'espoir que cela se fera pendant ce mandat, sous ce gouvernement. Je donnerai tout mon soutien à ce futur projet de changement constitutionnel. Madame la Présidente, le discours-programme fait mention de la mise sur pied du Constitution Review Commission. J'en profite pour faire un appel que notre Rodrigues Regional Assembly Act soit revu pour permettre une autonomie vraie et efficace. L'adaptation de notre système électoral est nécessaire pour faire en sorte que chaque citoyen, peu importe son lieu de résidence, bénéficie d'une représentation pleine et entière dans cette Assemblée. Et là, je pense à mes amis d'Agalega et de Chagos, qui eux aussi méritent d'avoir leurs représentants, un natif de leur île qui saura mieux porter leurs préoccupations au centre de cette Assemblée. Cette réforme électorale ne doit laisser personne derrière. Madame la Présidente, ce discours-programme présenté le 24 janvier 2025 par son Excellence le Président de la République résonne comme un espoir pour l'avenir, un pont vers le futur. Mais malgré cela, il faut admettre qu'aujourd'hui, beaucoup de Rodriguais ont du mal à rêver, car plus de 50 ans après les promesses de progrès, les problèmes fondamentaux de notre île demeurent inchangés. Les défis de base restent préoccupants et persistent au fil des décennies. À quand pour nous notre Midlands Dam qui nous apportera un soulagement au niveau du stockage des eaux? Nous attendons toujours notre hôpital moderne qui permettra à nos malades d'être soignés à Rodrigue pour des maladies parfois bénignes. Notre bagatelle à nous, pourquoi pas? Nos jeunes ont soif des loisirs qu'ils voient à Maurice et qui ne sont pas disponibles à Rodrigue. L'inégalité entre Maurice et Rodrigue est indéniable et ne fait que croître d'année en année. Cette disparité est une réalité douloureuse et les Rodriguais, malgré leur résilience, commencent à douter des promesses des gouvernements qui se suivent et qui malheureusement parfois se ressemblent. Permettez-moi, Madame la Présidente, de citer quelques exemples flagrants de ces inégalités qui persistent et s'aggravent.
Ces inégalités qui découlent de plusieurs années et qui aujourd'hui engendrent ces laquais partout, comme l'a souligné l'honorable membre Colette dans son discours. Alors que les grandes villes de Maurice bénéficient de services modernes et d'infrastructures de qualité, Rodrigue reste à la traîne. Notre service de santé, il n'y en a qu'un seul hôpital, 2 centres de santé et quelques dispensaires, avec un manque de personnel qui entraîne un découragement pour ceux qui sont en service et qui doivent prendre sur eux pour assurer le bon fonctionnement de ce service. Nos écoles, souvent en manque de ressources, des livres qui arrivent tard après la rentrée scolaire et toujours ce manque de personnel dicté par un manque de recrutement. Des formations dispensées à Maurice pour démarrer un curriculum et qui se font plus tard à Rodrigue, même si le programme concerné a déjà été entamé. Nous le vivons d'année en année. Des réformes tailor-made à Maurice et déposées à Rodrigue, même si le programme proposé ne sont pas adaptés aux spécificités de Rodrigue. Cependant, je dois saluer les efforts faits par le présent gouvernement régional pour garantir plus d'accès à l'éducation. L'introduction d'une école polytechnique à Rodrigue, par exemple, ainsi que le projet Un repas pour tous dans les écoles primaires. Cette initiative permet non seulement d'améliorer la nutrition des enfants, mais aussi de garantir que chaque élève, quel que soit son milieu social, puisse se concentrer sur ses études sans la préoccupation d'un manque alimentaire. Nos infrastructures routières, souvent construites en phases, les phases restent inachevées, à l'exemple du chemin reliant Montagne-Cabri à Anse-Fémy ou celle de Montagne-Malgache à Port-Sud-Est. Des track roads non adaptés pour donner accès aux services d'urgence et des radiers qui attendent toujours d'être construits. Et nos services de transport ont besoin d'être améliorés. Tous ces services sont sous-financés et peinent à répondre aux besoins essentiels de notre population, malgré l'effort du gouvernement régional. Le chômage à Rodrigue demeure élevé, Madame la Présidente, malgré des initiatives pas louables, comme la mise sur pied des compagnies gérées par la ARA. Les opportunités d'emploi sont limitées et beaucoup de jeunes Rodriguais se voient contraints de quitter l'île pour chercher un avenir meilleur ailleurs. Vu la fragilité de notre secteur privé, qui n'est pas aussi solide que celle de Maurice, nous comptons sur les government companies pour absorber un peu de nos jeunes chômeurs. Nous avons eu du succès avec les précédentes compagnies telles que la Road Clean, la Redco et récemment la RPUC. Ces compagnies instituées par le gouvernement régional actuel emploient à ce jour plus de 800 personnes. Ces government companies sont des idées à considérer pour diminuer le chômage dans l'île. En ce qui concerne les aides sociales, la situation reste préoccupante. À Rodrigue, malgré les efforts déployés, les programmes d'aide sociale ne répondent pas toujours aux besoins réels de la population. Je connais des dames qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées démunies car leurs allocations ont été retirées. C'est pour ça que je salue la mesure dans ce discours programme de revoir le National Empowerment Foundation. Il est essentiel de souligner que notre espoir réside dans les grandes réformes infrastructurelles qui s'annoncent et qui, sans nul doute, transformera Rodrigue pour les générations à venir. L'agrandissement de notre aéroport est une étape décisive pour l'avenir de Rodrigue. Ce projet permettra non seulement de renforcer notre connectivité avec le monde extérieur, mais également d'encourager le tourisme, les investissements et, à terme, la croissance économique. Mais il y a un autre chantier essentiel pour assurer un développement véritablement durable à Rodrigue: l'agrandissement et la modernisation de notre port. Je lance ici un appel solennel à tous les députés de Rodrigue pour qu'ils soutiennent activement cette demande. Un port plus grand, mieux équipé et plus fonctionnel est primordial pour renforcer notre autonomie économique et favoriser le commerce. Les Rodriguais en ont assez de voir leur quotidien
impactés par un coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. Nos familles ressentent durement cette différence, notamment à travers des prix plus élevés pour des biens essentiels. Ce n'est plus simplement une question de développement économique, mais de justice sociale. Il ne faut plus que la distance géographique et les coûts logistiques restent un frein au progrès de notre île. Pourquoi ne pas réintroduire le Rodrigues Collar, le Rodrigues Cost of Living Alleviation? Il est crucial de ne pas oublier les Rodrigues de Maurice et d'ailleurs, notamment ceux qui se rendent sur l'île principale pour des soins ou des études. Ces Rodrigues souvent confrontés Vous avez un peu dépassé votre temps. Je m'excuse, je peux juste faire la conclusion. Je vous laisse conclure. Voilà, merci beaucoup. En conclusion, Rodrigue a besoin d'un véritable pont vers l'avenir, un pont qui lui permettra de prendre un élan décisif pour son développement. Je m'engage à être parmi les bâtisseurs de ce pont pour offrir à notre île un avenir plus prospère et équitable. Tous ces changements se réaliseront mieux avec une collaboration renforcée entre les ministères de Maurice et les commissions de Rodrigue. Il est essentiel que les budgets alloués reflètent véritablement cette volonté de faire avancer les choses et de donner à Rodrigue les moyens d'atteindre son plein potentiel. Les femmes de Rodrigue sont connues pour leur détermination et leur courage. Et c'est avec cette même force que je m'investis pleinement dans cette mission. Je suis fière de faire partie de cette Assemblée et de contribuer avec vous tous à la transformation de la République pour les générations à venir. Je vous remercie. Now I will call on third member for number 5. Third member for number 5. No comments, please. Let the member speak. Madam Speaker, Yes. thank you for giving me the floor. Our electoral manifesto and more recently the President's address was made on the rubbles of the foundation that had been laid by our founding fathers of independent Mauritius. The MSM-led government has bled this country to death over the last 10 years. Every institution of this country has been corrupted to the core, if not rendered comatose with nepotism. Tyranny was the modus operandi, and fear was palpable. The truth has been out there, and they have not even dared to defend themselves. Ce pays fut saigné à blanc. But as Sir Sagar Hamgulam said, there is a God and Père Laval for this country. This God came in the garb of the Alliance du Changement with Dr. Navin Chandra Ramgulam at its helm. The fear that was palpable prior to the nomination day of the 2024 elections evaporated as the results of the 2024 elections were announced. To quote my dear friend, MSM may have been dumped in the marshy course of politics, but we should not forget what put them there and what put us in power. We saw and we felt the pain of our people. I saw my people still in this day living in houses contaminated with asbestos. I saw my people living in slums. I saw my people without proper water and electricity supply. I saw my people sometimes without an arm, sometimes without a leg, having to beg for the restoration of their pension. I saw moms and dads with anger in their eyes because they are having to cremate their son lost to drugs. I saw my country being robbed of its future because the MSM government didn't care to show to our youth that they indeed
had a future in my beloved country. A bridge to the future, Madam Speaker, there couldn't be a better title for the President's address. We were on the verge of slipping into a supermassive hole of socio-economic chaos. The only way out is to build that bridge. We will be the builders of that bridge. And I have no doubt that we couldn't have better architects than the Prime Minister, Honourable Members Ramgoolam, and the Deputy Prime Minister, Honourable Paul Béranger, to lead us through this massive chantier in front of us. Madam Speaker, we have not had such a bad situation with water supply as we have today. For sure, we are having a terrible drought. But it is common knowledge that the catastrophic management of our utilities have led to the problems we are having. I have no doubt that next year we will be in a much better situation. We have the right leadership, the right team, led by the previous government couldn't bother less. All indicators of crime have gone up, except that of repression. In 2023, there was 709 reported rape cases, of which 91.7% were women and 66.2% were below 16 years. 63.6% were students and 26.1% were related to their offenders, of which 66.6% took place in private households. Madame la Présidente, c'est à se demander où allons-nous et qu'a fait le précédent régime à ce propos. Il y a urgence. Quand le patient est atteint d'une gangrène, il ne peut y avoir d'autre solution que l'amputation. Ce gouvernement devra agir et devra agir vite. Il faudra castrer les violeurs s'il faut, mais nous ne pouvons accepter que les femmes et les enfants de notre île soient encore victimes de viol. Madam Speaker, it will unfortunately not be enough to stop crime, to make our island flourish again. We have to retain our youth, and we have to bring back those who have left. To achieve this, people can dream big, where sky is the limit, where your government doesn't spend its time tapping and listening to your private conversations, and worse, where those in power feel threatened, they send their cronies to frame and arrest innocent people. For this to happen, we need, and I am sure we will strengthen legislation to make Mauritius a country where the rule of law prevails, and not one where prime ministers give magistrates instructions about how to do their jobs. Madam Speaker, who likes to be in a weak team? However, what have we seen over the last 10 years? It seems that the previous government deliberately, either they didn't have an idea or couldn't care, as they failed blatantly in many diplomatic negotiations. Our non-double taxation treaties have in so many cases either been terminated or renegotiated to our detriment. How will we grow our financial services if the very tools that we need to grow them are not with us or are against us? Those tools are not only the treaties, but most importantly, it is our ability to stand our grounds. It is our ability to affirm our place dans la cour des grands. At a point in time, 51% of India's FDI was made through Mauritius. What has happened to that? The very people that we had groomed to grow our financial services are now growing the financial services of other countries. À qui la faute? I know we have the right team.
the right leadership, and we know that we will make Mauritius great again. I can now, Madam Speaker, give a message of hope to our people, the same message that I gave to my sons. Hum honge kamyab, we shall succeed. Thank you. Now, thank you very much. Now I call on the second member of constituency number 14. Madam Speaker, it is with a deep sense of gratitude and humility that I rise in this House today as elected representative of constituency number 14, Savane-Rivière-Noire. I extend my heartfelt thanks to the people who have placed their trust in me. Their voices, their struggles, and their aspiration will always be at the heart of my work. Madam Speaker, allow me to express my pride and honor that I come from a party born trade unionist, the MMM. And we are pleased to be reunited with a partner who has a history of trade union, struggle, resistance, and alternative. Furthermore, allow me to express my pride that we are in alliance with the Labour Party, a party who was born amidst the struggle of workers, with real values of the Republic. Let me again, as well as my pride, to work with a party aligned with real values again, les nouveaux démocrates. Madam Speaker, a few days ago, His Excellency, Mr. Dharam Gokul, laid out the government program 2025-2029, program that marks a turning point of our nation. It is a commitment to govern with integrity, break away from past wrongdoings, and bring meaningful change to the lives of our citizens. I stand here today fully aligned with the vision, determined to ensure that my constituency, too often forgotten, is not left behind. I had walked the streets of my constituency, sat with fishermen, planters, small business owners, young people trying to build their future. Along the same line, I'm deeply honored my political philosophy follows of the two great men who has been chosen by the people of Mauritius to lead the country in the future. Dr. Honourable Navin Chandraramgulam and Honourable Paul Raymond Béranger, two great leaders and two great parties born in suffering and pain. Let me start my speech with the public transport, Madam the Speaker. While modern development have reached some parts of Mauritius, our region remains stuck in the past. The people of Savane-Rivière-Noire had enough empty promises. That is why government has made a transport top priority. I will personally push for a complete overhaul of our bus network, ensuring timely and reliable service for all. Before stepping in national politics, Madam Speaker,
I had the privilege of serving as chairman of Campo and Savan District Council in the year 1993, up to now as district councillor, but now no more. I'm here in this house. I was also the chairperson of District Council of Savan. I know it means to fight for the people even when the odds are against you. Moreover, Madam the Speaker, I also saw firsthand how local councils are crippled by bureaucracy. Decisions that should take hours, take days, take months, even take years. That is why I fully support the government to empowering local authorities. Madam Speaker, moreover, we need more autonomy for district council and village councils so that development can happen without unnecessary delays. Direct budget allocation, because local projects should not depend on the goodwill of any central government. A serious waste management plan, because our lagoons, rivers, and green space deserve better than illegal dumping and pollution. This is not just about administration, it is about giving power back to the people, and this aligns with the vision of this government. Madam Speaker, I must address a hard truth. A hard truth, Madam Speaker, is that for 37 years, my constituency was represented by one politician. Nearly 4 decades, Madam the Speaker. A fully career. And what we have to show for it, no major infrastructure project, no strategic vision for sustainable tourism, no solution to improve daily life for the people of our region. It is unacceptable, Madam the Speaker, that a place as rich in history, culture, and natural beauty of Savan Rivière Nord has been neglected for so long. We should be a model of sustainable development and tourism, attracting visitors while preserving our environment. Instead, we are still fighting for basic infrastructure. Well, Madam Speaker, now those days are over now. The people have made their choice. They have rejected the oppression. Now it's up to us to prove that politics can be about action, not just words. Madam Speaker, in line with the promotion of a modern agro-industry for better food security, as mentioned in the government program, we must consider assessing all bare lands available for agricultural use. The use and management of agricultural land must take into account that several plots of lands left by fellow Mauritians who are abroad and not showing interest in the regular maintenance of their plots. This is not only deforming the landscape, but also becoming prey to illegal dumping and other illicit activities in both towns and villages. Madam Speaker, those same plot of lands could be made available to Mauritians interested into agricultural development under the form temporary lease in accordance to law and regulation
of our local authorities. Madam Speaker, this government will support the modernization of our agriculture and fisheries to enhance the earning capacity of those who depend on these sectors for their livelihood. This measure is glad tidings for the local fishermen of our country, where we can participate in the creation of proper environment for breeding of lobsters, crabs, shrimps, octopus, and squid, which are currently becoming scarce and expensive for our population. With proper empowerment and support, our local fishermen can supply fresh seafood, even export the catch abroad. Madam Speaker, this government has set the tone. So we are here to work, not to waste time. We are here to restore trust, deliver results, and govern with integrity. This mission is clear: to fight for a modern, efficient transport system that connects people, not isolates them. To push for real local governance reform so that decisions are made closer to the people. To protect our environment, our lagoon, and our natural heritage is the key governing the future of our island. Madam Speaker, this is not just a speech, it's a commitment, a promise that people of Mauritius will not be ignored. Now, Madam Speaker, before ending, allow me to express today my appreciation towards the opportunity of working with these two great leaders and for the trust that the people of my constituency have placed in me. Mauritius is turning a new page, so we must. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Yes, Honourable Member for Montagnong and Port-Lisnon. Madame la Présidente de la Chambre, c'est avec un sens de l'honneur et du devoir que je m'adresse à cette auguste Assemblée aujourd'hui sur le discours-programme de ce gouvernement. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre nomination au sein de cette Assemblée. Je félicite également mon Premier ministre, notre Premier ministre, le Premier ministre de ce peuple pour sa belle victoire, pour son courage, pour son bravoure. Ce qui ne vous a pas tué vous a rendu plus fort et c'est la preuve aujourd'hui. Je remercie également le DPM. Vous êtes tous deux monuments de cette Assemblée, sans oublier l'infatigable Rajesh Bhagwan. Permettez-moi d'abord, Madame la Présidente... Let her speak. She's only got 10 minutes. Let her speak. Allez-y. Permettez-moi d'abord, Madame la Présidente... Mais ne vous adressez pas directement aux membres. C'est pas grave. Allez-y, je vous donne vos 10 minutes. J'en ai que pour 8 minutes, merci. Permettez-moi d'abord, Madame la Présidente, de remercier chacun et chacune de mes électeurs, mes électrices qui m'ont envoyé dans cet hémicycle pour les représenter et je le ferai dignement. Moi, élue, je serai la députée de tous les habitants du numéro 4, Port-Louis-Montagnong et même plus. Je tiens à commencer par dire que ce n'est pas un hasard si nous sommes là, tous là aujourd'hui, assis de ce côté de la chambre, tandis que de l'autre, je ne vois que le néant. Deux êtres perdus, malheureusement, deux orphelins, qui plus est, orphelins car leur maître suprême, l'ancien Premier ministre, n'est même pas là et je suis assis à sa place et ils ont dû plier bagage cet après-midi. Celui qui pensait être au-dessus de toute chose n'a même pas élu, madame. Pire, chers amis,
Il a été balayé par nos collègues de la circonscription numéro 8 comme de la poussière dans son propre royaume. La circonscription numéro 8 aujourd'hui, et il doit faire face à la justice. Je reconnais la lourde tâche sur mes épaules pour répondre aux attentes et aux aspirations d'une circonscription complètement délaissée durant des années. Je ne veux pas ici retourner le couteau dans la plaie, mais madame, il y a urgence pour venir en aide aux régions défavorisées du numéro 4. Je cite Thirodrigue, Batterie Cassée, Carocalyptis, Bois Marchand, entre autres, madame. Le discours-programme rétablit avant tout la démocratie, la liberté d'expression. Déjà, l'Assemblée nationale et le pays respirent bien mieux. Il nous faut être maintenant à l'écoute de ceux qui se sont sacrifiés pour nous envoyer ici. La lutte pour la méritocratie, pour la justice sociale, le droit du logement, le droit à une éducation de qualité, l'égalité des chances et l'émancipation de la femme, tout comme le bien-être des enfants, seront les axes principaux de mon combat. Je n'oublierai jamais mon sens du devoir envers ceux que j'ai défendus durant des années de ma carrière, ceux qui ne savent pas envers qui se tourner lorsqu'ils avaient des problèmes, ceux-là à qui certaines autorités trouvent beaucoup plus facile de tourner le dos au lieu de résoudre leurs problèmes. Je souhaite, Madame la Présidente, une approche pragmatique et concertée comme nous le faisons avec mes deux colistiers au numéro 4. Il y aura certes des moments difficiles, mais il ne faut pas baisser les bras. Nous n'allons pas avoir des slogans creux comme, je cite, transformer les villes ou les villages en Manhattan, dixit cause causée qui bien causé. Mais disons au peuple que le discours-programme va leur garantir un meilleur avenir sous le leadership du docteur Navin Ramgoolam, de Paul Béranger et de nos alliés Résistance et qu'Alternative et aussi nos amis les Nouveaux démocrates. Je comprends parfaitement les difficultés économiques et le lourd héritage laissé par l'ancien régime, mais j'insiste, madame, qu'on doive regarder prioritairement dans la direction de ceux qui souffrent. Madame la Présidente, la calomnie, c'est l'arme des faibles, comme l'a dit si bien ma collègue Anishta Babouram. Depuis le jour où on a annoncé mon entrée en politique, j'ai subi plusieurs attaques et je continue. On a dit que j'étais un moment on et un moment off. L'ancien Premier ministre, je cite Pravin Kumar Jagnat, avait même déclaré dans un meeting en public que je n'aurais pas de ticket. Il doit aujourd'hui voir où il en est et où j'en suis. Souvent, ces personnes ne savent pas de quel bois que je me chauffe et de quel métal que je suis faite. Il y a même eu, attention, un observateur politique, en particulier, qui m'avait attaqué le jour du dépouillement en affirmant que j'étais le maillon faible de l'alliance du changement au numéro 4. Malheureusement, il n'a pas eu le courage de me présenter ses excuses quand j'ai été élue, attention, en tête de liste dans la circonscription avec plus de 27 000 voix. Dans la politique, vous vivez dans le cœur des gens et vous venez des gens de cœur. Merci au docteur Navin Ramgoolam et au Parti travailliste de m'avoir fait confiance. Merci à l'Alliance du changement d'avoir eu la bonne synergie pour apporter cette belle victoire. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu durant ce combat. Je remercie mon cher collègue, l'honorable Patrick Assiavaden. Malgré si pour certains les questions étaient embarrassantes, mais vous avez relevé le défi en offrant de l'eau à nos citoyens de Thirodrigue et aujourd'hui ils affichent le sourire. Bravo et félicitations. Je vous suis reconnaissante. Je remercie l'honorable numéro 3 de cette assemblée, Shakil Mohamed, the superhero. Je remercie mon cher ami
et Shanjuman, et sans oublier ma Wonder Woman Stéphanie Antil. Merci beaucoup. Ensemble, chers collègues, traduisons le vœu de ce peuple en réalité. Ils attendent beaucoup de nous. Je suis actuellement en poste, tout comme l'ensemble de notre équipe. Madame, si ce n'est pas nous qui accomplissons cette tâche, alors qui le fera? Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Je vous laisse avec ces réflexions. Puisse Dieu vous bénir tous, qu'il bénisse notre pays abondamment. Je vous remercie. Yes. Now I have Honourable Seaburn, second member of number 11, I think. Thank you, Madam the Speaker. Madam the Speaker, I am deeply honored today to stand in this House to make my first contribution as elected member of constituency number 11, Vieux-Grand-Port-Rosebel. I would like to congratulate you as the Speaker of the House and that of Honorable Balamoudi as Deputy Speaker. Madam the Speaker, I would like to extend my congratulations to all my friends who have spoken before me, and also to extend my congratulations to Honorable Dr. Thannoo for her motion. Madam the Speaker, today I consider it important to share my belief and values and the things that brought me here, and I shall take it as a reminder that I would never forget them. Madam the Speaker, I saw children in extreme poverty. I saw children abandoning their studies for lack of support. I cannot pinpoint when my interest in politics began, but I was born and brought up in the village of Bois des Amourettes in my constituency. Father being a farmer and my mother supporting my father and family equally. And I cannot forget the poverty in which I was living, where my aim to become a barrister was only a dream. But thanks to the Labour government, Madam the Speaker, for introducing education, for free education, where I attended Notre-Dame-du-Grand-Pouvoir Government School, and further proceeded with my secondary studies to complete my A-levels. I only wish that my education could have extended to university levels. Somehow, Madam the Speaker, I got the opportunity with a lot of struggles and with the support of the Labour government to travel to the United Kingdom for my higher studies and to realize my dream job of becoming a lawyer. Madam the Speaker, the turning point came when I got the opportunity to serve Her late Majesty the Queen at Buckingham Palace in London on a special assignment that lasted for numerous years after signing a contract of strict confidentiality. My services at Buckingham Palace has been a remarkable one. Our Honourable Member of Rodrigues, Roxana Collett, also assisted on one occasion during her stay in London. Further, I had the opportunity to meet Her late Majesty the Queen on numerous occasions. This prestigious responsibility was discharged with firm commitment to the palace and loyalty to the royal family. This opportunity developed a personal great relationship and goodwill that will last for a long time to come and which can be used in the interests of our motherland and the people of Mauritius should the need arise. Madam the Speaker, I cannot proceed first without paying tribute to the previous leaders of the Labour Party who, for their contributions to our country, in particular the contribution of our late Sasiusaga Ramgulam, for the steps that he took to mark the history of Mauritius when he campaigned relentlessly for our liberty and justice that led to the independence of Mauritius. He laid down the foundations of a strong society. He made it clear that Mauritius would stand up for democracy, for universal rights, and will promote the ideals of the rule of law. He further introduced free education and free access to health services. Madam the Speaker, there are many reasons why I joined the Labour Party, and in particular being the achievements of our Honourable Prime Minister, Dr. Navin Ramgoolam, for his leadership and his prime ministership that remained unchallenged for several years when he went that extra mile. He introduced free transport services to students across the island that make education institutions accessible to one and all, thus laying great emphasis to ensure that education is the key of success. And today this government aims to make education inclusive again
so that more children make it to the tertiary level. Madam the Speaker, the Labour government introduced the Equal Opportunities Act and established the Equal Opportunities Commission. And today this government program again aims to further strengthen the powers of the Equal Opportunities Commission and to ensure that the principles of meritocracy are upheld. Madam the Speaker, the remarkable speech of our Honourable Prime Minister at the United Nations Convention in 2013 were even more when he called upon the United Nations to formulate a global vision for our oceans that will expand economic space for our small island of Mauritius. And he went further by saying this, that the health of our economy will depend on the health of our oceans. And this government program today is a continuity of that speech, which allows to explore all the opportunities arising from multilateral cooperation and the development of our ocean economy. With a continental shelf of more than 1,000 times greater than our territory, we have all the possibilities to deliver and to make our ocean a new pillar of our economy with significant contributions to our GDP. With the right person at the right place, Honourable Bulel and Honourable David assisting, have been entrusted with this responsibility, and there is a great challenge to realize the success of our blue economy. Madam the Speaker, the world was hit with the worst financial crisis during the mandate of our Prime Minister, Dr. Navin Ramgoolam, in 2008 and 2010, with several economies, including United Kingdom, France, and Germany around the world, went into deep recession, and some economies like Greece and Ireland went bankrupt and had to be bailed out. Long-standing financial institution and investment bank Lehman Brothers collapsed. However, Mauritius, a small island with an open economy, survived and remained fairly correlated with the United States and the European economies. The continuous efforts and vision of our Prime Minister, who took firm decisions and came out of the financial crisis without taking any austerity measures. Madam the Speaker, the United States Secretary of State, Hillary Clinton, on behalf of President Obama, made a remarkable press statement on the 44th anniversary of Mauritius' independence and say that Mauritius leaders have succeeded in the space of a single generation in creating one of Africa's strongest and most developed economies. And she went on to say that know that the United States stands with you as a partner and dedicated friend as we work to create greater opportunities for all our people. Unfortunately, Madam the Speaker, what has been achieved has remained stagnant and perhaps destroyed during the past 10 years with the successive MSM government for lack of vision. The report on the state of economy speaks for itself. We inherited a dire economic situation. However, we are confident that our Prime Minister will do whatever it takes to redress our economy with a new start, to meet the hopes and expectations of our population, perhaps even harder this time, with a public debt soaring above 500 billion rupees. I have no doubt that at the dawn of 2025, a new chapter is written, again, that will go down in the history of our motherland. We need to put the interests of the people and that of our country first. The achievement of this government program will certainly leave a legacy beyond our own generation. Madam the Speaker, a bridge to the future sets a new development path underpinned by innovation and creativity. Madam the Speaker, before I conclude, I would like to congratulate the leader of the Labour Party, along with the leader of the MMM, Nouveau Démocrate and Résistance and Alternative, in the Alliance du Changement for the landslide victory of November the 10th. I would like to express my gratitude to the Honourable Prime Minister, Dr. Navin Ramgoolam, for giving me the opportunity and his trust to represent constituency number 11. I would like to express my warmest thanks to all the people of my constituency, Vieux-Grand-Port, Rosebel, who supported and voted massively towards this landslide victory. And I would like to further thank all the people of Mauritius for their confidence in this government. I shall further extend my thanks to my colleagues in the constituency, Honourable Babouram and Honourable Ramdas, for their collaboration and the teamwork. Madam the Speaker, once again, we have great challenges to overcome. We rely on our wonderful people of Mauritius to join hands, work hard, and rejuvenate our economy and our country.
Madam the Speaker, we have a long way to go, but one should know that a 1,000 miles journey begins only with a single step, but we need to keep on walking until the destination is reached. We are confident that together, a bridge to the future with our Prime Minister will make it happen. Madam the Speaker, I thank you. Very good. Thank you for respecting the time, especially. The Honourable Fourth Member of Constituency number 21. Madam Speaker, thank you. With your permission, I go on a congratulations and gratitude tour before I go to the main themes of my intervention. I would like to congratulate you. The microphone is not working? Okay. I wish to congratulate you for your election and also the election of my other colleagues in their appointments in different posts and capacities. I wish also to express my gratitude to the followers of l'Alliance Libération. The leader of FPR, Front Patriotique Rodriguez, Johnson Rousty, de l'Alliance Libération, and leaders of the majority side in this House, Dr. Honourable Navin Ramgoolam, Honourable Paul Béranger. I wish also to pay tribute to my late grandmother and to late Cecil Sagar Ramgoolam. Why? I joined college in 1976. My grandmother was a widow, drawing 22 rupees as widow pension. And she has to pay monthly 15 rupees as school fees for me out of these 22 rupees. And we strived to survive through subsistence agriculture. And why Cecil Sagar Ramgoolam? The fil conducteur between my grandmother and Cecil Sagar Ramgoolam is that my grandfather was in fact a staunch laborite. And in my childhood, I see all around the house T-shirts with a big key printed on them. And I was asking myself, what was the meaning of this big key? So it was a symbol of the Labour Party. And why I wish to pay tribute to late Cecil Sagar Ramgoolam? Because in 1976, he came with the idea, the project of free education. And that was a big relief for my grandmother and me. And today, it's with great emotion that I stand in this house and to deliver my maiden speech. And it's an honor to be on this side of the house. J'ouvre une parenthèse parce que la dernière fois, l'honorable membre de l'opposition a remis en question notre appartenance à ce côté de la Chambre. Madame Speaker, vous avez bien expliqué le côté légal de notre position, mais il faut aussi savoir que à Rodrigue, l'Alliance Libération est au pouvoir à l'Assemblée régionale, et l'Assemblée régionale est un bras du gouvernement central. Et notre position légitime, malgré que nous n'avons pas été élus à Rodrigue, est d'être de ce côté de la Chambre. Et aussi, pendant la campagne électorale,
j'ai eu l'occasion d'écouter des propositions de réforme de l'Alliance du changement. Et j'inscris totalement à ces propositions de réforme. Because we have two great leaders here in the majority side. Two great leaders who have done wonderful things for this country. Wonderful, great achievements, and who have left already a very rich legacy. And concerning the government program, 2025, 2029, I've read it over and over. It is an excellent program, ambitious and pragmatic, to address, firstly, the main themes which were on the campaign trail, and also which will address all the major problems facing the Republic. And I quote from this program, from the introduction. Posterity has already recorded the 10 years from 2015 to 2024 as a dark period of our history. And I must say also, it was a dark period for Rodrigues' autonomy, because during these last 10 years, l'autonomie de Rodrigues s'est rétrécie comme une peau de chagrin. Et pourquoi je parle d'autonomie ici? Parce que l'autonomie a été le thème principal, mon thème principal durant la campagne électorale. Pourquoi? Et en 1976, quand j'ai commencé le secondaire et en même temps commencé le combat pour l'autonomie. Et j'ai milité, moi aussi, plus tard, pour ce combat. Dans ce combat pour l'autonomie de Rodrigue. Et il est chagrinant aujourd'hui de constater que l'autonomie est en train de se rétrécir. Et cela va au détriment du développement de Rodrigue et cela va au détriment de la République. Pourquoi? Parce que le succès de l'autonomie de Rodrigue, c'est aussi le succès de la République. C'est pourquoi, comme nous l'avons proposé maintes fois, nous l'avions proposé dans les années 80, quand nous nous combattions pour justement ce projet d'autonomie. Il faut une autonomie qui réponde aux aspirations de Rodrigue et de la République, qui permette d'exprimer les spécificités de Rodrigue, parce que qui plus que les Rodriguais peuvent connaître mieux les réalités de Rodrigue. Et nous, on dit qu'il faut consolider cette autonomie et il faut la faire respecter. Parce que nous avons noté pendant ces plus de 20 années d'autonomie que parfois il y a le non-respect de cette autonomie. Parce que certains fonctionnaires se permettent de remettre en question les décisions prises légalement par l'Assemblée régionale de Rodrigue. Pourtant, la section 26.1 de la RRA Act stipule clairement The Rodrigues Regional Assembly shall, in relation to Rodrigues, be responsible of the formulation and implementation of policy in respect of the matters set out in the fourth schedule. Donc, il faut faire respecter cette provision de la loi sur l'autonomie et pour respecter cette autonomie, mais aussi il faut consolider cette autonomie. Pourquoi? Parce qu'il y a certains aspects qui n'ont pas été pris en considération dans cette autonomie. Par exemple, quand nous, on a commencé à venir de l'avant avec ce projet d'autonomie, nous avions dit qu'il faut peut-être
sont passés du ministère de Rodrigue et qu'il faut qu'il y ait une assemblée régionale qui soit forte. Et se passer du ministère de Rodrigue, mais trouver le moyen de faire représenter Rodrigue au cabinet par le chef commissaire. Pourquoi pas? Pas en permanence, mais à certains moments spécifiques où il est question des décisions qui doivent être prises pour Rodrigue, pour le développement de Rodrigue, pour le bien-être de la population rodriguaise, permettre au chef commissaire d'être présent au Conseil des ministres. Actuellement, l'actuelle loi fait provision pour que le chef commissaire puisse assister parfois aux délibérations du Conseil des ministres sur invitation du Premier ministre. Mais la loi dit « may be invited » et non « shall be invited ». Nous aurions voulu que le chef commissaire « shall be invited » for certain specific occasions to talk about the realities of Rodrigues. Et aussi, puisque nous parlons de réformes dans ce programme gouvernemental. Pardon, excusez-moi, je vous donne encore une minute, d'accord? Puisque nous parlons de réformes, donc il serait peut-être judicieux aussi de permettre à des représentants de Rodrigue, des Rodriguais, d'être sur les bords des institutions qui travaillent directement avec Rodrigue. Là, comme la MBC, le CEB, les secteurs du commerce, maritime et aéroportuaire. Et je suis ravi que dans le programme, il est dit « Government will pay urgent and special attention to Rodrigues » parce que ça va permettre de rattraper le retard sur Maurice. Parce que c'est un exercice qui n'a pas été complété depuis 1968. Il y a urgence dans le domaine de l'eau, la santé, l'éducation, et pourquoi pas l'université de Rodrigue. Et peut-être dans l'esprit de continuité territoriale. Et je me réjouis aussi de l'intention d'introduire la télévision privée. En tant qu'ancien journaliste, ça me réjouit. Et il nous faut aussi la solidarité républicaine. Bridge to the future also means a bridge between all communities of the Republic and a bridge between our two islands, Mauritius and Rodrigues. And to conclude, Madam Speaker, I will say that this government will succeed because this government has the essentials for success. That is the vision, the will, the wisdom, and the majority for great and wonderful achievements. I wish all the best to this government, which will have our full support, and best of luck to Mauritius, to Rodrigues, to the Republic of Mauritius. Thank you very much. The Honourable Third Member for the constituency of number 10. Thank you, Madam Speaker. It is indeed a profound sense of duty that I address you today as a representative for constituency number 10. And I thank God for this. I would like to express my heartfelt gratitude first to the Prime Minister, Honourable Dr. Navin Ramgoolam, for believing in my abilities to serve our nation and for being my mentor, and inspiration in politics. I wish also to extend my warmest congratulations to you, Madam Speaker, and also Deputy Speaker, sir, for bringing back our parliamentary democracy. I also wish to congratulate the Deputy Prime Minister, Honourable Paul Béranger, and all elected members of the Parliament for this 60 that signifies a decisive repudiation of the previous government. My sincere appreciation goes
to my constituent number 10 for their continuous belief in me since 2017, and all Mauritians for the contribution towards liberating our motherland. I also wish to thank my wife Shakira for her dedication and support, my two co-listers, Honourable Avinash Ramteol and Chetan Babulal, and also those who supported me in my political and social journey. Madam Speaker, the past decade has been a dark period of our history, marked by undemocratic principles. Les réformes étaient pendant trop longtemps déformées à cause de la mauvaise gouvernance, constitutional rights bafoués, lack of democracy, public sectors, inequities, et sans compter the mismanagement of public funds. Citizens have found the fundamental rights compromised during the nepotism and corruption and lack of meritocracy in all sectors where competent people were left behind. Issues such as drug trafficking, corruption, demagogy, and the erosion of data privacy were prevalent. I vividly remember the famous T-Square incident and the inappropriate handing of the computer room and ballot papers during the 2019 election when I served as the co-lister of the Prime Minister at number 10. These experiences showed how the previous government can step so low in the pursuit of power. More recently, the revelation surrounding the Moustache Leak shocked the nation, highlighting how citizens were spied and the treatment and judgment towards different communities. The previous government has insane belief that they can invest 5.1 billion rupees, not in progress, but in insane mass surveillance. 5.1 billion rupees was a nation who was struggling, et sans parler de l'origine du 114 millions ou plus. Madam Speaker, today we unite in our commitment to forge a path towards the future, fulfilling our primary duty to a nation that has placed its trust in us. The country is beginning to revive progressively, and the La Cuisine stripped all Mauritians of their freedoms and democracy. Today, we are breathing pure air, and the Parliament is no more a bazaar, but is a forum for constructive dialogue where numerous parliamentary questions are being addressed and solutions are actually being found for a progressive and better nation. Madam Speaker, allow me to highlight that the key components of the government program titled A Bridge to the Future focus on democratic principles, constitutional reforms, and good governance. Among one of the most important reforms is electoral reform. The government intends to review and modernize the constitution, ensuring a more inclusive and transparent electoral process. We are determined to avoid a recurrence of past issues identified during the election 2019. The reform will focus on the elimination of compulsory community declaration for candidates, which will be essential step to strengthen the democratic framework of our nation and faire prévaloir le vrai Mauritianisme. In contrast to the previous government, which turned a blind eye to good governance, the government is steadfast in its commitment to restoring integrity, transparency, and accountability across all institutions. Today, we can together to rebuild our nation and to reclaim our dignity and unity as one people in peace, justice, and liberty. It is evident that law and order have been in a state of disarray for the past decade. Fraud and corruption, drug trafficking have poisoned our nation, posing a serious threat to public safety despite the previous Prime Minister's empty assurance to casse les reins trafiquants. The transformative nation we expect we will not be able if there is no increased surveillance capacity to tackle the problems of drug. The bridge of the future preconized by this government will reinforce and provide modern policing techniques and resources to restore order,
Furthermore, a national drug policy will be implemented for a prevention program to tackle an increase in drug crisis. We recognize that effective and timely action is crucial. I am confident that this government embodies both the will and the determination to bring meaningful changes. Above all, we will remain firm in our fight against drug cartels and whose jeopardize the lives of our children through drugs. We don't need drugs for our children, but we need an effective education. Madam Speaker, it is important that we give an additional framework that cultivates a future generation of creative and adaptive learners, rather than allowing our students to be influenced by drugs. As a great Plato said, education is teaching our people to desire the right thing. I have long championed the cause of inclusive education, and I take great pride in the government's current commitment to social justice and integration. The past system produced too many dropouts, leading to social inequality. And the bridge towards the future cater for both academic and non-academic skills in a more humanized educational system that will include anyone and help to promote Mauritius as a global hub. 3 minutes. Okay. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes more. Thank you. There is much work ahead of us for different sectors, and I limit time to address all. The government message is deep. Mauritius can attain greatness when its citizens collaborate and unite. The moment to take action is now, and by advancing with a common vision, we can establish a legacy of growth, stability, and unity for generations to come. The key principle, le maître mot, is to recognize that we are above all Mauritians dedicated to serving our country and progressing together, and c'est le peuple, and c'est la nation, and c'est le destin, et c'est la vision. Thank you, Madam Speaker. Honourable Members, I will now suspend the sitting for half an hour.
Please be seated. I now call on the third member of constituency number 4. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi au début de féliciter tous mes collègues parlementaires pour leur élection aux dernières législatives de novembre 2024. Et de même qu'à vous, Madame la Présidente, et l'honorable Babita Thannoo, pour être élu au poste de présidente et vice-président de cette auguste Assemblée. Je tiens aussi à remercier les électeurs de la circonscription numéro 4 pour leur confiance placée dans les candidats de l'Alliance du changement et leur assurer que nous serons à la hauteur de leurs attentes. Madame la Présidente, le programme 2025-2029 démontre une cohérence dans les différents messages véhiculés pendant la campagne des dernières élections générales qui a largement été plébiscité par la nation mauricienne. Ce programme vise entre autres à instaurer la démocratie et à une meilleure gestion des affaires de l'État. Les premiers paragraphes du programme démontrent les claires intentions de ce gouvernement de consolider notre démocratie face aux différentes attaques perpétuées par l'ancien régime pendant les 5 dernières années. Ce gouvernement, ayant compris les enjeux, est rapidement intervenu au Parlement afin d'apporter les amendements au Financial Crimes Commission Bill pour restaurer les pouvoirs du directeur des poursuites publiques. Qui aurait cru, Madame la Présidente, que l'élection des 5 municipalités dont les mandats sont arrivés à terme en 2021 allait être envoyée en 3 reprises, sous diverses raisons, privant ainsi les citadins de ces 5 villes de leur droit de vote pour élire leurs conseillers. Encore une façon pour le MSM de bâillonner, de bafouer, d'étouffer la démocratie. C'est pour cette raison que ce gouvernement va s'assurer que notre Constitution fasse provision de l'obligation de tenir les élections municipales arrivant au terme de chaque mandat. Qui aurait imaginé, Madame la Présidente, qu'un gouvernement pourrait dépenser plus de 5 milliards de roupies à espionner, à écouter ses propres citoyens, pendant que la population attirait l'attention sur la cherté de la vie et de la perte de pouvoir d'achat. Il faut aussi ajouter à cela des centaines de millions de roupies dépensées par le MSM dans le projet de remplacement de tuyaux de la CWA qui aujourd'hui ressemble à une passoire. Il suffit d'aller consulter le nombre d'interventions de la Central Water Authority pour connaître l'ampleur des dégâts. Malgré plus de 700 millions de roupies ont été déboursés, l'argent des contribuables, soi-disant pour améliorer une meilleure distribution d'eau, ce fut un échec total. Si aujourd'hui le pays fait face à un manque cruel d'eau potable, certes, nous sommes en pleine période de sécheresse, mais c'est aussi dû au fait que l'ancien gouvernement n'a pas su prendre les décisions importantes et nécessaires par rapport au captage et stockage de l'eau, Madame la Présidente. Leurs efforts étaient concentrés dans du bétonnage, alors que la situation requiert qu'on réfléchisse différemment et que des solutions concrètes soient apportées en ce qui s'agit du stockage de l'eau. Le seul réservoir qu'ils ont pu supposément mettre à la disposition des Mauriciens, là aussi, est inutilisable. Il est désolant de constater l'état de ces routes qui sont limite praticables. Après que les travaux de tuyautage entrepris sont terminés,
Et je peux vous dire que dans la circonscription numéro 4, d'une extrémité à une autre, depuis la région de Vallée-des-Prêtres jusqu'à Kongoma, en passant par Cité-la-Cure, Sainte-Croix, Montaillon et Valton, les travaux de réasphaltage n'ont jamais été complétés. J'ai moi-même attiré l'attention à travers une question parlementaire lors de la dernière session. Et là, je dois faire mention, la présidente, qu'il est extrêmement encourageant que le gouvernement, à travers le ministre des Utilités publiques, a demandé l'institution d'une enquête sur les manquements entourant ces travaux afin de situer les responsabilités. Madame la Présidente, durant ces 5 dernières années, nous avons vu une prolifération de la drogue sans précédent, surtout la drogue synthétique, et qui cause d'énormes souffrances parmi beaucoup de familles. C'est pour cette raison que le combat de la drogue figure dans ce discours-programme avec la proposition de mise sur pied d'un National Drug Agency qui va non seulement accentuer le combat contre la drogue à travers des actions répressives, mais aussi assurer la réhabilitation et un suivi de ceux et celles dépendants de ces substances. Madame la Présidente, le discours-programme fait provision pour une revalorisation de nos infrastructures sportives, encourageant ainsi la jeunesse à se tourner vers des activités sportives. Je dois dire, Madame la Présidente, que cette action contraste avec les actions du précédent régime. Car, je dois le rappeler, le terrain de football d'Abercrombie à Sainte-Croix fut transformé en une surface de dépotoir où des débris émanant d'un site de construction furent débarqués sur ce terrain, privant ainsi l'utilisation de ce terrain de football par les jeunes de la région pendant des années, jusqu'à l'arrivée de ce nouveau gouvernement. Et là, j'aimerais mettre la contribution du ministère des collectivités locales qui a fait le nécessaire pour que ces débris puissent être enlevés et le terrain restauré. Cela démontre clairement avec quel mépris le gouvernement MSM traitait la jeunesse mauricienne. Madame la Présidente, l'effet du changement climatique se fait de plus en plus ressentir et affecte le quotidien de nos citoyens, et nous avons le devoir d'agir et nous préparer. C'est pour cette raison qu'il est primordial de faire usage des différents outils à notre portée pour y faire face. C'est pour cette raison que le gouvernement va rendre public le Land Drainage Master Plan afin de permettre un débat élargi incluant toutes les parties prenantes. Il faut aussi souligner que le rapport du DEM, Digital Elevation Model, qui, à travers des simulations, pourrait éventuellement assister à trouver des réponses beaucoup plus proches de la réalité, et ce rapport aussi sera rendu public. En ce faisant, ce gouvernement envoie un signal fort aux habitants se trouvant dans les zones particulièrement affectées pendant les périodes de grosses pluies, que ce gouvernement souhaite une transparence totale et trouve une solution à long terme. Une pensée aux habitants de Vallée-des-Prêtres, particulièrement Moselman-Ramlagan, avec lesquels nous avons une étroite collaboration et une étroite communication, Madame la Présidente. Madam Speaker, the programme makes provision for a modern and appropriate physical infrastructure. And here, I must highlight the fact that this government understood that having an efficient seaport will be of critical importance to boost our economy. It is a fact, Madam Speaker, that the last CPPI, the last Container Port Performance Index 2023, report clearly indicates that performance within the new container terminal of Mauritius was regressing, as Port Louis was ranked at the 390th place in 2022 and further regressing to reach the 372th place in 2023. Far from the port of Tuamasina in Madagascar, running at the 307th place, Victoria, Seychelles at 308th place, and Le Port Réunion at the 316th place. Concretely, Madam Speaker, what does it mean? This report did tell us that Port Louis had lost 58 places in terms of container port performance within a year. Any responsible government
would have called for strategic decision so as to improve the performance within the port. But indeed, the content of the report was minimized and business continued as usual before such an important issue concerning the port performance. Madam Speaker, the impact of an inefficient port is huge on our economy, since whenever vessels are queued outside harbor, waiting for their berthing window to operate, shipping line imposes a congestion surcharge to the importers, which are finally billed to the customers and consumers. And this is one among the various reasons why basic commodities increases, as rightfully outlined by Honourable Bishop during his speech. Mauritius, in its strategic locations, has ambition of becoming a transshipment hub by being a bridge between Asian countries and African countries, has to improve the port performance. And this is the reason why the 2025-2029 program under paragraph 71 recognizes that a modern and efficient seaport will be of critical importance to boost competitiveness of our economy as a destination of foreign investment, and that there will be a total revamping of the port and other infrastructure to support maritime economic activities. Of course, Madam Speaker, investment will have to be made in terms of human capital resources, training, equipment, and technologies, coupled with a solid long-term management strategy. But this government is taking the challenge of making the new container terminal an efficient port. Madam Speaker, the challenges are there, but I'm confident, under the leadership of the Honourable Prime Minister, Dr. Navin Chandraram-Gulam, assisted by the Deputy Prime Minister, the Honourable Paul Raymond Béranger, we will be able to deliver and make Mauritius be Mauritius again. Thank you. Thank you. Thank you very much. The Honourable Third Member of Constituency number 9. Yes? Madam Speaker, it is with deep humility and honor that I stand before you. Indeed, first of all, I would like to congratulate each and everyone in this House. I thank very heartily my leader, Dr. the Honourable Navin Ramgoolam, Deputy Prime Minister, Honourable Paul Béranger, all the leaders, and my two collègues, Honourable Anil Bechu and Honourable Bichuk. In fact, I would dedicate this victory to my family, my friends, and most importantly, the inhabitants of number 9. However, my journey has not been an easy one. It has been a story of hard work, dedication, and loyalty. My association to the Labour Party dates back some 2 decades, because I was under the banner of the Labour Party as a village councillor in a small village of L'Aventure, and then to district councillor. I have been serving the number 9 for almost 20 years. This occasion is not only on a personal milestone, but a collective moment in the history of our democracy. The Alliance du Changement, with a huge victory, has shown that the public was, as we say in Creole, was blank. Exactement, erroné. Today, I feel an overwhelming sense of responsibility to uphold the values of democracy, transparency, and accountability as we continue to move forward, ensuring that the ideals of good governance are not only enshrined in our laws, but also embodied in our actions. Democracy has been the cornerstone of our political system since we gained independence in 1968. It has given us the ability
to choose our leaders, to express our views freely, and to live under a system of laws that protects our rights and freedoms. However, the MSM party had in the last mandate acted against the democratic principles of our democratic institutions, and we have seen an erosion of trust from the public and gouvernement vampire. More so, the government program 2025-2029 represents the ambition of this government under the leadership of our Honourable Prime Minister, that the reconstruction of our democracy with the restoration of good governance and implementation of appropriate constitutional reforms shall be our mission. Before, prosperity meant that families could work, buy food, pay bills, enjoy leisure activities, and save money. What did Pinocchio do and the Savat Dodo do? They destroyed this generational culture, replacing the pursuit of prosperity with a model of overconsumption, debt, and state dependency through the CSG. Imagine an average family man today. He receives his salary. He buys food which is 3 times more expensive than before. He pays his bills. He repays his loans. He limits his family outings. Not even a single rupee left. By the 18th of the month, he has no money left and desperately waits for state's aids to make ends meet. Mrs. Speaker, trapping the people in a vicious circle of consumerism and debt, Pinocchio saw himself at the end of each month as Bonhomme Noël, distributing CSG allowance. This suicidal model has led to household debt exceeding 165 billion rupees. Here are some of the measures, among others, to ease the financial burden. The reduction in fuel prices is a reality. Nowadays, we save 750 to 1,000 rupees at the end of the month. Parallel importation of essential medicines will lead to price reduction, providing relief to people. Free residential internet will reduce the cost for every household. The revival of the local agro-industry will reduce dependence on imported goods, which are exorbitantly priced due to the devaluation of the rupee and freight volatility. Free public transportation is a significant saving for Mauritian families. Mrs. Speaker, beyond financial prosperity, this government program also focuses on democratic prosperity, digital prosperity, environmental prosperity, industrial prosperity, societal prosperity, among others. A few words on the economy. I welcome, and I am sure that I am not alone, the intentions of this government for a new economic model. We have seen through the recent State of the Economy document the horrible crime, into inverted commas, that the MSM government has been doing with the economy by manipulating figures and institutions. GDP figures inflated deliberately by more than 50 billion over 2 years. The word criminal, again into inverted commas, is not that strong to describe the former Minister of Finance. He ruined our country and our institutions. It is an honor to address to you today on a subject that is at the heart of our nation's future, the youth of Mauritius. The government program 2025-2029, titled A Bridge to the Future, is more than a set of policies. It is a commitment to empowering our young people, giving them the tools to build a prosperous, inclusive, and sustainable Mauritius.
The future is digital, and Mauritius is preparing its youth to lead in this era. Key initiatives include the launch of a national artificial intelligence strategy to integrate AI into different sectors, the introduction of mobile ID, allowing citizens to access online services securely, investment in cybersecurity and digital infrastructure, ensuring young people have safe and modern online spaces for work and education. With these measures, our youth will not only be consumers of technology, but creators of it. Education is the foundation of any progressive society. It is with this vision that the new minister, in collaboration with the new government, introduced key reforms to create a more inclusive and equitable education system. How could we forget the frasque of the former minister who was often Lila Libala? One of the most significant measures taken is the introduction of free credits to continue studies. As a teacher myself, I could witness this problem. This policy is a blessing for many students who could have otherwise been forced out of the education system. By providing these students with the opportunity to further their studies, we are giving them a chance to build a better future rather than leaving them behind in a system that previously catered only for a minority. Moreover, the new minister has taken decisive action to support private grant-aided secondary schools by disbursing funds that has been previously budgeted but blocked by the former director of the PSEA. This move reflects a genuine appreciation for the vital role these institutions play in our education system. The previous grant system was restrictive and designed to suffocate private schools, forcing them towards closure. However, the minister has proposed a return to the original grant system, which allows schools to use funds effectively and independently. Mr. Speaker, another important pillar of our country is health and wellness of its citizens. The proposed ideas in the program is not only on paper. We have the right man at the right place, at the head of this ministry. Honourable Minister is doing a wonderful job. Today, there are multiple site visits to look after the welfare of sick people. Oncosurgery is no longer a myth. The NCC has already performed free operations and which have been really successful. Launching of ophthalmology at Flack Hospital, where we have already done more than 200 cases. Launching of chemotherapy at Flack is for very soon. Assisting more than 100 overseas treatment cases in these very few days. And the renal transplant is in the pipeline. Madam Speaker, I will conclude my speech with this reminder. By the end of this mandate, I have no doubt that we will achieve government program to restore financial prosperity to Mauritian families, build a more united Mauritian nation, create a fairer and more equitable society, develop a resilient and modern economy, establish adequate infrastructure, and improve water management. As Mahatma Gandhi said, in a gentle way, we can shake the world. Slowly but surely, we are reshaping our country. Long live the Republic of Mauritius. Thank you. Honourable Junior Minister, Mr. Parapen. Honourable Parapen. Madame la Présidente, beaucoup a été dit sur le discours programme et beaucoup reste à dire. Quant à moi, permettez-moi d'axer mon intervention
sur une phrase qui a retenu mon attention et certainement l'attention de bon nombre de nos concitoyens lors de l'énoncé du discours-programme. Et cette phrase, c'est la phrase « Let Mauritius be Mauritius again ». Permettre à Maurice à ce qu'elle redevienne Maurice une nouvelle fois. Cette phrase m'interpelle à plusieurs niveaux. D'abord, elle interpelle de par sa nouveauté. De mémoire, c'est la première fois qu'une telle formule est utilisée. Mais je suis aussi interpellé par les implications de cette phrase qui, à mon sens, sont lourdes de sens, même très lourdes de sens. Let Mauritius be Mauritius again sous-entend que pendant les 10 dernières années, la République de Maurice n'a pu être ce qu'elle est réellement. Cette phrase sous-entend que les valeurs et les principes qui sont généralement associés à notre pays ont été attaqués, rabotés, tailladés, pour ne pas dire tronçonnés, par le précédent gouvernement. Le résultat sans appel des urnes et le sentiment général de liberté qui s'en est ensuivi démontrent véritablement que la République de Maurice était effectivement tenue en otage par un régime tendant vers le totalitarisme, pourri jusqu'à la moelle et de caractère mafieux. Un régime qui avait effectivement confisqué la démocratie mauricienne. Zom connaît tout ce qui te met là-haut pour tomber en bas. Ce qui plie là-haut pour gagner pli du mal. Qui étaient mêmes oiseaux qui envolent là-haut naturel, mot tomlo la terre, divant tout lisier qui est encore vivant. Mais toi qui n'as pas les ailes, te les faire plus qu'ils oiseaux naturels. I see you remember that it is the International Day of our mother tongue. Not only I that. know, of course. Merci Madame la Présidente de m'avoir permis cette transgression temporaire des lois qui régissent notre Parlement, afin que je puisse m'adresser dans ma langue Ce maternelle. n'était pas une critique. Je ne l'ai pas pris comme tel. Dans ma langue maternelle, notre langue maternelle, pour rendre hommage à Joseph Réginald Topise, plus connu comme Kaya, dont nous pleurons la 26e année de sa disparition, tragique aujourd'hui. Ces paroles de la chanson de Kaya, l'Empire universel, gravées en lettres d'or pour la postérité, étaient un rappel ô combien important de la nature éphémère du pouvoir. Qu'elles servent de leçon aux déchus d'aujourd'hui, mais aussi d'avertissement aux élus du jour. À ce point, il est important, à mon avis, de se demander de quelle île Maurice nous avons envie de léguer aux générations futures. Rêvons-nous de léguer cette île Maurice habitée uniquement de sa faune et de sa flore, inconnue de la civilisation humaine? Les écologistes, et certainement les plus radicaux d'entre eux, en rêvent certainement. Rêvons-nous de léguer cette île Maurice colonisée, esclavagiste, ayant pratiqué l'engagisme, sur laquelle fut bâtie la fortune de la majorité des possédants de nos jours? Certains éprouvent peut-être une certaine nostalgie pour ce temps passé. Ou rêvons-nous de léguer cette île Maurice unie, imprégnée de mauricianisme, où la notion de un seul les peuples, une seule nation est enfin réalité? J'ose croire que les indépendantistes
et la jeunesse des années 70 y croient encore. Ou encore rêvons-nous de léguer une île Maurice où la mobilité sociale permettrait aux plus vulnérables de notre société d'envisager des jours meilleurs et où l'accès à la propriété ne serait pas une affaire d'expatriés seulement. La jeunesse de ce pays a envie d'y croire. Et c'est dans ce contexte précis que les contours du pont vers l'avenir qu'entreprend de construire ce gouvernement sont dessinés dans le discours-programme. Dans un monde où certains rêvent d'instaurer une nouvelle civilisation sur une planète lointaine, laissant derrière eux une terre décimée et une population exclue, vouée possiblement à l'extinction, il est d'importance capitale d'imaginer ce pont que nous voulons construire. Va-t-on construire un pont à péage où seuls ceux qui correspondent aux nouveaux critères de résidence des capitalistes locaux pourront traverser le pont? En d'autres mots, va-t-on construire un smart bridge avalisé par cet infâme Economic Development Board? Ou va-t-on construire un pont vers le futur si solide et si large que toute la société mauricienne pourra le traverser à son aise et se sentir partie prenante de cette transition vers l'avenir? Madame la Présidente, notre République subit de plein fouet les effets de la gentrification. Voilà un terme qui, comme mon parti politique Résistance et Alternative, fait son entrée au Parlement. Et pourtant, Madame la Présidente, depuis 2016, je m'efforce avec mes camarades de parti de conscientiser la population sur ce processus dangereux. D'ailleurs, à la partielle de 2017, au numéro 18, 4 bornes Belle-Rose, nous avions axé notre campagne uniquement sur ce processus de gentrification, avertissant la population des méfaits de ce processus, c'est-à-dire hausse généralisée du coût de la vie, un marché immobilier qui allait rapidement exclure la majorité des Mauriciens de l'accès à la propriété, un exode massif de la population locale, surtout des jeunes, et un accaparement des biens communs de notre société, en l'occurrence notre littoral et nos wetlands. Nul besoin aujourd'hui de faire un constat de ces prédictions, tellement elles se sont avérées véridiques. Le slogan « Let Mauritius be Mauritius again » est un excellent point de départ, surtout en ce qu'il s'agit de notre démocratie, de la séparation de pouvoir entre le législatif, l'exécutif et la justice, de notre souveraineté en tant que République. Il serait cependant, à mon humble avis, judicieux de rajouter une déclinaison à ce slogan de « Let Mauritius be Mauritius again », et ce serait de dire « Let Mauritians own Mauritius again ». Le dernier Household Budget, qui date de 2023, mais qui vient d'être publié récemment, place le revenu moyen des ménages à un peu plus de 53 000 roupies par mois, soit 689 000 roupies par an. Selon les experts financiers internationaux et les institutions internationales, le prix abordable pour un ménage classique pour une maison ne devrait pas dépasser 3 fois les revenus annuels de ce ménage. Et selon ce critère international, le prix raisonnable d'une maison à l'île Maurice, donc, ne devrait pas dépasser 2 millions de roupies par mois. Pas 2 millions de roupies tout court. Oui, 2 millions de roupies pour un ménage
pour l'accès à la propriété pour un ménage à Maurice. Alors que nous savons tous que la NSLD, qui construit des maisons pour les plus vulnérables de notre société, vend actuellement ces maisons à 2,7 millions de roupies. Donc, dans ce contexte, je trouve approprié de dire qu'il faudrait let Mauritians own Mauritius again. Pour conclure, Madame la Présidente, je félicite mon camarade de parti, l'honorable Babita Thannoo, pour l'excellente motion qu'elle a présentée devant cette Assemblée. Je ne peux passer sous silence la profonde satisfaction que j'ai ressentie en entendant la voix de la gauche retentir finalement dans cet hémicycle. Une voix que j'estime a été absente pendant trop longtemps. Pour en revenir à la motion, une opportunité incroyable est offerte à ce gouvernement. Utilisons-la pour bâtir un pont vers l'érection d'une grande nation. Une nation décolonisée, une nation décomplexée, une nation décloisonnée. Une nation non pas de plusieurs communautés, mais d'une seule communauté, une nation rouge, bleu, jaune, vert. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je vais maintenant appeler l'honorable du numéro 18, deuxième député du numéro 18. On reste dans le français. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je me tiens devant vous libre de toute contrainte pour exprimer ma pensée en toute plénitude. Après 10 ans d'autocratie et de dictature, je rêve d'un pays où chaque Mauricien et chaque Mauricienne puisse se retrouver libre et exercer pleinement de ses droits. Madame la Présidente, le mal qui a rongé ce pays depuis 2015 a des racines multiples et profondes. Notre très chère patrie est descendue dans l'abîme des dérives sous le précédent régime. Cette auguste assemblée a été souillée en permanence. On était perpétuellement dans une situation orageuse, avec en prime un certain loudspeaker. Le calvaire que nous avons enduré dans l'opposition durant le précédent mandat était dantesque. C'est avec beaucoup d'amertume que je remémore ces moments d'humiliation, d'abaissement et d'injustice. Dans cette auguste assemblée, nous avons été victimes des calomnies ignobles, des injures répétées et systématiques. Dans ce Parlement, Madame la Présidente, j'ai été insultée, humiliée, calomniée, maltraitée, lynchée et même expulsée. Mais ils n'ont jamais réussi à me faire taire. J'ai honte de le dire. J'ai honte de le dire, Madame la Présidente. Une ministre qui, plus, est celle censée représenter les femmes de ce pays, s'est même permis de lancer des jurons en toute impunité dans cette auguste assemblée. Nous avions en face de nous
une kyrielle de goujats sous la protection d'un butor, d'un malappris, d'un malotru. Malgré cela, nous avons affronté avec dignité et courage la tyrannie d'un régime oppressif et sans vergogne. Cette auguste assemblée a été témoin de la banalisation de la violence verbale, de l'intolérance et de la haine. Pire que la crise sanitaire, nous avons eu droit à une crise du bon sens, à une crise de valeurs et une crise de repères. Nous avions face à nous deux adversaires à cette époque, la médiocrité et le martyrisme. Sous la présidence du loudspeaker, nous avons affronté les tempêtes plongées dans l'obscurité des ténèbres. C'est avec une immense tristesse, je dois dire, ce Parlement souillé, ce Parlement bafoué, ce Parlement fracassé, ce Parlement martyrisé. Pire, nous avions un pays gouverné par une clique de voyous sans vergogne et toute une nation opprimée. Désormais, nous savons avec certitude que sous le masque du défenseur de la patrie se dissimulait un banditisme féroce et impitoyable. Madame la Présidente, quand on honore le gouvernement de son pays, il y a trois choses dont on est en droit de lui demander en retour: l'ordre, le respect et la liberté d'expression. Malheureusement, de 2019 à 2024, dans l'enceinte de cette Assemblée, nous avons eu droit à une cacophonie perpétuelle, un bafouement de la démocratie et un bâillonnement systématique de l'opposition. Sous le précédent gouvernement, l'économie a sombré dans une dérive menant à un suicide économique dicté par la culture MSM. Une illusion de bien-être grâce à toujours plus de dettes sans penser aux générations futures. C'était une gouvernance sans base macroéconomique solide. Nous avions eu droit à du Badjanomics d'un certain docteur Savadodo. Après les années catastrophiques du docteur Savadodo, il nous faut à présent rendre l'économie plus dynamique, souple et robuste. Depuis novembre 2024, l'espoir renaît au sein de la population tel un phénix surgissant de ses cendres. Sous cette nouvelle majorité, la lumière jaillit des ténèbres et le pays respire à nouveau. Avec le récent discours au programme, le pays retrouve une certaine sérénité et prend un nouveau départ. En tant que gouvernants, il nous faut un bon brassage entre l'économie et la justice sociale. L'économie et la justice sociale, ce sont en réalité les deux faces d'une même pièce. Il est impératif de dynamiser l'économie parce qu'au bout du compte, l'économie est au service de l'homme. Il y a urgence dans certains quartiers de nos villes où les droits sont bafoués, à commencer par le droit à la dignité et à la sécurité. Voués à la marginalité parce qu'en situation d'échec scolaire, nos jeunes sont soumis aux pires tentations.
Dès lors, tout s'enchaîne. Une insécurité permanente menace les plus faibles, dissuade toute initiative économique, décourage même les services publics. L'exclusion entraîne l'exclusion, le chômage entraîne le chômage. Madame la Présidente, nous devons travailler pour une société plus inclusive, la société de demain, où naîtront des nouvelles solidarités. L'avenir, chers collègues, est entre nos mains. Il dépend de notre volonté, de notre conviction et de notre confiance. Madame la Présidente, le peuple nous a confié un mandat clair, nous offrant une majorité absolue, un gouvernement de 60-0. Nous avons les coudées franches pour faire bouger les choses. Les attentes de la population sont multiples. Chers collègues, mettons-nous au travail pour bâtir ensemble une île Maurice où il fait bon vivre. Avant de conclure, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers mes électeurs du numéro 18 pour leur confiance, en me permettant de battre le record du nombre de votes chez les femmes depuis les élections 1967, avec un score de 29 398 voix. Je me sens portée par la confiance que mes électeurs m'ont confiée avec ce record. Merci Belle-Rose 4 bornes, merci la circonscription numéro 18. Vive les électeurs de la circonscription de Belle-Rose 4 bornes. Vive la République, vive l'île Maurice. Merci Madame la Présidente. Third member of constituency number 15, Junior Minister. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Vice-Premier ministre et honorables membres de cette auguste Assemblée, permettez-moi tout d'abord de vous saluer et de vous féliciter pour votre élection. Votre élection et votre prestation nous donnent la garantie qu'on ne va plus entendre des TM tels que Colette Wiseman, Gary Hemingway, allant même jusqu'à Rest in Peace à l'égard de l'honorable Shaquille Mohamed à l'époque. Mais tout cela... Rest in peace. Mais tout cela, après avoir mal géré, jusqu'à même notre Assemblée nationale, ils ont eu les résultats le 10 novembre pour les élections générales de l'île Maurice. Avec un 60-0, nous avons pu comprendre que malgré les ajustements, c'est dommage que le leader de l'opposition n'est pas là, malgré les ajustements du leader de l'opposition quand il s'agit du mot coupable politiquement coupable, avec une défaite de 60-0, ils sont politiquement coupables, Madame la Présidente. Ils ont été jugés dans le tribunal du peuple avec 60-0 à la figure. Et où sont-ils aujourd'hui? Même pas une conférence de presse. Ils ne peuvent même pas s'afficher devant les, comme on a l'habitude de dire, les tchatoises. Imaginez-vous après un 60-0 à la figure du MSM, et nous ici avec un Dream Team, en l'occurrence le Premier ministre, le Dr Navin Chandaram-Goulam, le Vice-Premier ministre, l'honorable Paul Raymond Béranger, avec un Dream Team, l'honorable Shaquille Mohamed, l'honorable Rajesh Bhagwan et tout. Nous avons pu faire monter cette mayonnaise le 11 novembre, où à l'île Maurice, nous avons presque dans toutes les circonscriptions entendu l'hymne national à l'heure des résultats. Donc c'était une victoire pour le peuple en entier. Permettez-moi, Madame, de vous dire qu'en tant que jeune élu de la circonscription numéro 15, je suis vraiment fier d'être au service du pays avec à sa tête le Premier ministre et le Vice-Premier ministre
qui portent le manteau de la sagesse. Je tiens également à saluer les décisions prises en si peu de temps pour pouvoir améliorer la vie quotidienne de nos citoyens. Je commencerai par dire, Madame la Présidente, que malgré nous avons hérité d'une économie catastrophique, ce gouvernement, le gouvernement changement, nous avons pu payer le 14e mois. Et là, je salue le travail acharné de mon collègue, ami, le ministre du Travail, l'honorable Reza Outim. En si peu de temps, nous avons pu, et là je salue le ministre du TIC, nous avons pu donner la garantie au peuple mauricien qu'ils n'auront plus besoin de réenregistrer les puces, les SIM cards. Et le ministre du TIC a même donné, a même fait ressortir que les opérateurs doivent supprimer les données qu'ils ont déjà enregistrées. En si peu de temps, Madame la Présidente, ici je salue l'Attorney générale, qu'on a pu redonner certains pouvoirs au DPP. Et en si peu de temps, Madame la Présidente, je salue ici le ministre du Commerce et le ministre des Finances d'avoir baissé le prix de carburant qu'on n'a pas vu pendant les 5 dernières années, malgré que les prix des carburants étaient en baisse dans le monde en entier. Madame la Présidente, pendant 10 ans, notre démocratie a été bafouée, une démocratie parlementaire ici. Moi, j'étais assis souvent dans les galeries publiques ou même à la maison pour regarder les séances parlementaires. Et nous avons vu ici ce qui s'est passé ici. Il y avait même une fois, il y avait un ministre qui s'est mis debout pour sortir de sa place et pour dire citoyen, saute Dio Novagiti. C'est ce qu'on a vu ici. Mais tout cela, ils ont eu leurs résultats. Notre démocratie était bafouée quand on ne pouvait plus regarder la MBC. Certes, comme le député Prime Minister nous a dit la semaine dernière, nous avons un long chemin à faire. Mais aujourd'hui, où vous passez à l'île Maurice, tout le monde parle de la MBC. Et certes, encore une fois, notre démocratie a été bafouée concernant les élections municipales. Imaginez-vous, les élections municipales, les droits des citadins ont été confisqués par le MSM. Confisqués. Ils ont renvoyé les élections 3 fois. Et la 3e fois sous prétexte d'une réforme des collectivités locales. Mais quelle force! La réforme des collectivités locales se fera dans notre mandat. Et là, je peux le dire, nous avons déjà mis au sein de notre ministère, Local Government, un comité interministériel sous la présidence de l'honorable Outit. Et nous avons commencé à travailler avec les ministres. Et là, je dois dire que nous avons même étendu ça au public, où nous faisons actuellement un public consultant, où nous faisons une consultation publique. Donc, les publics, donc tout le monde qui veut nous donner des idées, peuvent nous envoyer une lettre avec les propositions. Donc, Women Business, quand il s'agit d'une réforme des collectivités locales, parce que nous ne pouvons pas confisquer les droits des citadins. Aujourd'hui, dans la circonscription numéro 15, ensemble avec mon ami Kouchal Lobin et Patrick Asserbaden, nous faisons la tournée. Nous faisons la tournée et c'est une honte de voir comment est devenue la ville de Vacoa Phoenix. L'autre disait Manhattan et l'autre disait New York. Mais c'est une honte de voir les infrastructures publiques. C'est une honte de voir les complexes sportifs. Nous avons été ensemble avec mes 2 colistiers de la circonscription, de voir l'état des exit doses, l'état des terrains de foot. Mais tout cela, nous avons pris bonne note. Parce que nous sommes là pour travailler et we mean business. Les collectivités locales, Madame la Présidente, nous avons commencé à travailler ensemble avec le ministre Outit. Nous avons fait la tournée un petit peu des marchés. Nous avons eu des réunions pour voir dans quel état les marchés de l'île Maurice sont. Encore une fois, c'est une autre. Problème d'hygiène, problème de parking, problème des étals. Enfin, un peu de tout. Mais tout cela, nous allons voir comment on pourra redresser, parce que
la population a une grande attente de nous. Les collectivités locales, Madame la Présidente, dans cette ère de dynamisme, ne peuvent plus se permettre de rester complaisantes. Nous devons repenser à notre approche de la prestation de services pour être en mesure de répondre aux attentes des citoyens et de la position du statu quo doivent être revues dans le cadre d'un cycle d'amélioration continue. Madame la Présidente, les élections municipales et villageoises ne sont pas seulement un processus démocratique, elles sont aussi le cycle de notre gouvernement local. Ce sont elles qui déterminent les femmes et les hommes qui auront la responsabilité de gérer nos villes, nos villages, nos quartiers et de bien veiller sur chaque citoyen. Nous proposons aussi de mettre l'accent sur la situation des jeunes, de nos citoyens âgés, des associations des femmes, du monde des affaires et des PME, des maux sociaux qui affectent notre société tels que la pauvreté, les manques d'installation, la prolifération de la drogue et de l'ordre public. Imaginez-vous, Madame, après 10 ans de règne du MSM, notre situation concernant la drogue sur l'île Maurice en entière, c'est vraiment alarmant. Donc, ici, nous avons pour but de mettre en place la NATRESA, et je n'ai aucun doute, parce que nous, au sein de ce gouvernement, nous avons comme but de faire la différence entre un mafia de drogue et un consommateur. Les consommateurs, ce sont des victimes, et il faut les soigner. Par contre, les mafias de drogue, bien cassent le terrain. Madame la Présidente, la circonscription numéro 15, c'est la plus grande circonscription de l'île Maurice avec 62 324 électeurs. Nous avons été votés, moi-même, mon ami Charles Lebin et Patrick Asservaden, avec 35 000, 33 000 et 34 000 votes. Donc nous avons le devoir d'être sur le terrain et nous allons être sur le terrain. Et pour terminer, Madame la Présidente, je tiens à remercier les leaders du MMM, l'honorable Paul Raymond Béranger, d'avoir cru en moi, mes amis, l'honorable Rajesh Bhagwan, un mentor, et tous mes amis au sein du MMM, ma famille, mon épouse, mon fils, ma maman, mes parents, mon papa, et surtout mes amis qui sont là, qui ont fait le trajet pour venir me voir. Mais tout cela, c'est que la politique, on est là à être des serviteurs du peuple. Merci, Madame la Présidente. Honourable Minister. Honourable Minister. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais, avant d'aborder mon ministère, Madame la Présidente, dire que je suis doublement heureux. Doublement heureux de parler juste après l'honorable Aliman, je dirais l'honorable mon ami, si vous me permettez. C'est un jeune très prometteur. On a fait une campagne exemplaire dans la circonscription numéro 15. C'est un jeune avec qui j'ai eu l'occasion de bavarder, de travailler. Et je dirais que ce jeune homme, l'honorable membre, a un avenir très prometteur en politique. Deuxième remarque, Madame la Présidente, je suis heureux que ce soit vous qui is in the chair. L'honorable Anctil a résumé ce que nous avons vécu pendant 5 ans, de 2019 à ce jour. J'étais malheureusement assis juste après l'honorable Gruminden, à la droite de l'ancien speaker. J'ai été expulsé en 13 occasions. Pour vous dire, en 13 occasions. Je n'ai pas rentré dans les détails de l'honorable Anctil, ce qu'elle a raconté, c'est effectivement ce qu'on a vécu. Ce qu'on a vécu. Personnellement et aussi les autres membres de l'opposition, 50 ceux-là, et les qualificatifs utilisés par l'honorable Anctil est exact à ce que nous avons vécu pendant 5 ans. Il n'y a pas d'autre mot. C'était un loudspeaker, c'était un brute,
de la pire espèce. Le monsieur, heureusement, madame, que vous êtes là, et lui, il n'est plus là. Madame la Présidente, je consacrerai mes 20 minutes ou plus, si vous me le permettez, à mon ministère. Aujourd'hui, malheureusement, je déplore l'absence du leader de l'opposition, ancien ministre de l'Énergie, ancien ministre des Utilités publiques, et j'espère qu'il est à l'écoute et dans son discours, il reviendra lui aussi sur ce secteur. Madame, nous faisons face aujourd'hui à une réalité implacable. La situation de l'eau dans notre pays est catastrophique. Les promesses faites par l'ancien gouvernement MSM et les deux ministres qui ont géré ce dossier pendant 10 ans, je parle ici de M. Colin Davelou et M. Léjonga, qui est aujourd'hui l'honorable leader de l'opposition, résonnent encore dans nos oreilles les 24/7 ou les 24 secs depuis 2014. Depuis 2014, le gouvernement MSM la promesse du gouvernement MSM, c'était de l'eau 24/7. En 2022, ici au Parlement, l'ancien ministre, aujourd'hui leader de l'opposition, est revenu avec cette promesse en approvisionnement en eau de 24/7. C'est pour moi, madame, l'escroquerie du siècle pour le MSM. Parce que ce que je vis, ce que nous vivons, les députés, la population, ces derniers jours, ces derniers mois, mais à l'époque, on nous assurait, le ministre assurait la Chambre, que cette ambition allait devenir une réalité dans quelque temps. Il me répondait avec une légèreté que cette réalité de l'eau 24/7 allait être une réalité dans quelque temps. Mais aujourd'hui, en 2025, où en sommes-nous? Non seulement cette promesse est restée lettre morte, mais nous faisons aujourd'hui face à cette crise de l'eau que le pays n'ait jamais connue. Laissez-moi, pour la Chambre, je n'aurai pas l'occasion d'étaler le tout, mais laissez-moi, pour la Chambre, parler de 4 mesures de ce que le gouvernement MSM, du leader de l'opposition, ex-ministre de l'Énergie, de ce qu'il a fait avec l'argent de la population. Première chose, en décembre 2022, l'ancien ministre annonçait avec fierté, l'ancien ministre du MSM, c'est bien que la population ait ça à l'oreille, l'ancien ministre du MSM annonçait avec fierté un projet de dessalement qui on parlait à ce moment-là d'unité de dessalement capable d'augmenter nos ressources en eau de manière durable. Mais qu'a-t-on vu? Rien. Et ça, la population doit le savoir. Rien. Zéro réalisation. Des paroles en l'air. Ils ont utilisé l'argent de la population pour construire des réservoirs. Il y avait quelqu'un qui parlait de réservoirs un peu plus tôt. Le réservoir de Cluny. 74 millions de roupies. À l'eau. En 2023. Le même ministre, ce même ministre accompagné de son leader, de l'ancien Premier ministre, faisait l'inauguration de ce réservoir de Cluny. Aujourd'hui, on est tout nu, effectivement. Un an plus tard, 16 mois plus tard, ce même réservoir est peut-être condamné à la destruction à cause des fissures structurelles. 74 millions de roupies. Il y avait eu 2 réservoirs. Réservoir de Cluny et réservoir de Richanneau. Je viens d'apprendre hier que le réservoir de Richanneau a des fissures. Vous réalisez ce qu'on a fait avec la population, l'argent de la population. Ils ont investi de l'argent. Ils ont investi 700 millions de roupies dans le programme de remplacement des tuyaux
700 millions de roupies, 2 fois 350 millions de roupies. L'ancien general manager de la CWA, toléré par le ministre, toléré par l'ancien chef, non, toléré par l'ancien chef de la cuisine. Le general manager, l'ancien general manager était responsable de ce remplacement des tuyaux à la hauteur de 700 millions de roupies, censé moderniser notre réseau de distribution. C'est devenu un des pires fiascos du gouvernement MSM. C'est pour cette raison que je l'ai dit ici à l'Assemblée, ceux qui sont coupables doivent rendre des comptes. C'est important que je le dise. Les tuyaux ne sont même pas installés. Ces tuyaux ne sont même pas connectés. Les tuyaux sont à la surface. Peut-être les membres du public ou les députés, les ministres ont vu. Les tuyaux sont à la surface. À Montchoisy, c'est à la surface. À Cascavel, à Ficanflac, vous voyez les tuyaux à la surface. Et ces tuyaux, certains tuyaux ne sont pas connectés. Invisibles. Comment voulez-vous que la population soit connectée, soit raccordée à notre réseau? Mais c'est un gaspillage. C'est important de le dire. C'est un gaspillage révoltant des fonds publics. Et le pire, Madame la Présidente, l'ex-auditrice en chef de la CWA avait tiré la sonnette d'alarme, sur ces pratiques douteuses. Elle avait osé dénoncer. Quelle a été la réponse? Au lieu d'écouter les avertissements, on l'a persécutée, on l'a licenciée, on l'a harcelée. Voilà comment fonctionnait l'ancien régime. Les millions à la mer, les millions à l'eau, enfin pas tous les millions. J'ai vu une valise de 114 millions de roupies dans la nature. You have to be careful because il y a une enquête. Oui, oui. Non, j'ai vu. Oui, ne parlez pas. Ne parlez pas. Pardon. Désolé de vous parce que vous étiez dans une envolée, je comprends. Mais ne mentionnez pas tout ce qui est subjudice ou qui est sous enquête. Ok, madame. Non. Madame, la vérité est simple. Je peux comprendre. La vérité est simple. Même les montres Cartier, 7 montres. Et j'ai oublié de porter ma montre aujourd'hui. Excusez-moi. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui. La vérité, madame. Everybody knows. Oui. Don't mention. Oui, c'est bien que vous le dites. Tout le monde sait. But don't mention things here. Je comprends. Madame, la vérité est simple. Nous avons besoin d'un changement radical. Une nouvelle politique de l'eau, basée sur une gestion responsable et durable. Il ne s'agit pas de multiplier les annonces dorénavant ou de promettre des lendemains meilleurs, il s'agit d'agir et d'agir maintenant. Dorénavant, Madame la Présidente, pour remédier à ces insuffisances, notre gouvernement, ce gouvernement, procédera à une réforme totale, complète de la politique nationale de l'eau et du plan national de gestion intégrée de ressources hydriques. L'objectif est d'assurer une utilisation efficace, durable de l'eau, en parfaite harmonie avec nos objectifs de développement. L'ensemble des besoins domestiques, agricoles, industriels seront pris en compte à court, moyen et long terme. Dorénavant, la coordination entre la CWA, l'Irrigation Authority, la Water Resources Unit, la Chambre d'agriculture sera favorisée pour une meilleure coordination des différentes institutions dans ces secteurs. Ces organisations, ces institutions devront désormais travailler de concert pour optimiser l'usage de nos ressources en eau. L'efficience hydrique est un enjeu que nous ne pouvons plus ignorer. Et cela reposera désormais sur 3 principes fondamentaux. Minimiser les gaspillages, réparation des tuyaux, remplacement de certains tuyaux, maximiser l'utilisation rationnelle de l'eau, désormais, dans tous les secteurs, irrigation,
arrosage et domestique, industriel, garantir une gestion durable et économique de cette ressource précieuse. Ces programmes de remplacement de canalisation lancés, malheureusement encore une fois, par l'ancienne administration, les programmes ont été un échec cuisant. Malgré les investissements en milliards, le taux de perte en eau reste alarmant. 62% se perd dans la nature. Si 100 mètres cubes alimentent votre demeure, Madame la Présidente, vous recevez que 38 mètres cubes. Les 62 se perdent dans la nature. Donc, et la CWA est dans le rouge. Donc, nous ferons tout, mon ministère, Madame la Présidente, on fera tout pour mettre un terme à cette situation. La gestion de la Central Water Authority sera revue en profondeur. C'est fait actuellement. Pour plus de rigueur, plus de responsabilité, d'efficacité et une priorité absolue pour offrir un service public. Un nouveau board de la CWA est en place à partir d'aujourd'hui. Madame la Présidente, il me reste quelques minutes, je parlerai de notre défi énergétique. Le défi énergétique est encore plus alarmant, pire que notre défi en eau. Une crise annoncée malheureusement, c'est pour ça que je déplore l'absence de l'ancien ministre. Une crise annoncée qui secoue notre pays en 2025. Une crise que nous avons, et là je salue, ce n'est pas dans mes habitudes, mais je le fais aujourd'hui, je salue ce que l'honorable DPM a dit depuis des années et des années. Une crise que nous avons depuis longtemps annoncée et dénoncée. L'ancienne majorité du MSM a failli à ses responsabilités en matière d'énergie. Et aujourd'hui, les Mauriciens en payent le prix. En 2022, ici, à côté de vous, Madame la Présidente, à votre droite, j'avais adressé une question à l'ancien ministre pour demander des chiffres précis sur les pics de consommation chaque mois depuis 2019. J'avais demandé l'équilibre énergétique projeté sur 10 ans. Quelle a été la réponse de l'ancien ministre? Avec une légèreté, il avait répondu, et Ansard en est témoin, I can assure the House that with regard to that reserve capacity, donc la réserve que nous avons en cas que la demande augmente. That reserve capacity margin, the Central Electricity Board en 2022, 3 ans de cela, is operating above the threshold value de moins 5% for the coming 10 years. 2022 plus 10, 2022 plus 10, 2032. Aujourd'hui, on est en 2025. On se retrouve dans le rouge, Madame la Présidente. Pire encore, le gouvernement parlait de 60% d'énergie renouvelable en 2030. 2030, c'est 5 ans. Et aujourd'hui, on est à combien? On est à 17%. Ce sont les chiffres du ministre. Les chiffres de l'ancien ministre qui avait donné à l'Assemblée nationale, 17%. C'est une faillite. Pour dire, et l'ancien Premier ministre a été à COP 26 ou 27, 26, pour dire que on va être 60% d'énergie renouvelable en 2030, nous allons phase out le charbon en 2030, et aujourd'hui, cette feuille de route de l'ancien régime est devenue un document obsolète, ridicule. Et j'ai entendu l'ancien ministre critiquer le secteur privé, que le secteur privé n'a pas investi dans l'énergie renouvelable. Mais quand lui, l'ex-ministre de l'énergie, l'ex-premier ministre, nous avait annoncé en grande pompe un fast-track committee pour voir les projets d'énergie renouvelable. Ce même ministre avait annoncé ici à l'Assemblée nationale, j'étais député de l'opposition, d'un investissement de 59 milliards de roupies pour l'énergie renouvelable. Où sont ces projets? Où sont ces fast-track committees? Zéro. Que du vent, que des rêves à la population pendant des années. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à la croisée des chemins. Madame la Présidente,
Je surveille. Vous avez quelques minutes. J'ai encore quelques minutes. Très bien. Madame la Présidente, le 5 février 2025, quelques jours de cela, nous avons eu une consommation d'électricité avec un pic de record de 567,9 mégawatts, qui est grave. Pour cette année-ci, le pic le plus haut en demande d'électricité pour le CEB allait être 544 en février. Nous sommes en février. On est à 567,9 mégawatts, qui est grave. À l'heure que je vous parle, Madame la Présidente, dans des 3 turbines de Nicolet qu'on garde en emergency reserve, comme on dit dans le jargon, pour pouvoir supporter la demande en temps de pic, en temps de pointe, de 6h à 9h du soir, une machine est en panne de 30 mégawatts pour 10 jours. Je me demande qu'est-ce que le gouvernement MSM a fait depuis 10 ans. Qu'est-ce que l'ancien ministre Colin Davelou a fait depuis 5 ans? Qu'est-ce que l'ancien ministre Le Jonga a fait depuis 5 ans? Manque de planification qui, aujourd'hui, mis à rude épreuve nos machines vieillissantes. Depuis 7 ans, aucun investissement n'a été réalisé au CEB et dans les machines. Ces installations vieilles de 30 ans sont encore sollicitées aujourd'hui pour fournir de l'énergie. Madame la Présidente, un nouveau plan énergétique est en place. Je dois le dire. Nous discutons au sein du gouvernement, ce matin au cabinet, avec le Deputy Prime Minister, avec mes collègues, pour un nouveau plan énergétique. D'abord, avant tout, dans ce plan, on top of the list de notre agenda, la sécurité énergétique. D'abord, la sécurité énergétique. Il faudra s'assurer que ce pays, on ne devient pas comme l'Afrique du Sud, c'est malheureux de le dire, le délestage, le load shedding. On n'a pas connu cela à Maurice. T'as un vacuum à l'Impolui, t'as un pollu à l'Imsouyak, on n'a pas connu cela à Maurice. Top on the list, la sécurité énergétique. Répondre à la croissance en demande d'énergie. Il y a une croissance de 5% chaque année. Les machines doivent être là, upgrade les machines, d'autres machines, l'énergie renouvelable, mais de répondre à la croissance. Assurer, nous sommes tous pour le green energy ici, cette chambre, le gouvernement, assurer notre transition énergétique, notre bouquet énergétique doit être complet. Ce bouquet énergétique, cette transition, assurer cela. Au même moment, attaquer à la demande. La demande est en croissance. Vous savez, madame, j'ai présenté un papier ce matin au cabinet ministériel. Nous avons dans ce pays plus de 100 000 climatiseurs. À partir de 6 h de l'après-midi à 9 h de l'après-midi, plus de 100 000 climatiseurs et on. Vous réalisez la pression sur le CEB. Donc, ce qu'il nous faut, il nous faut aussi attaquer la demande, l'efficience énergétique. Il nous faut miser sur l'efficience énergétique. C'est pour cette raison que les jeudis, à la télévision, sur la MBC, vous voyez les gens du CEB expliquer comment éteindre les lumières qu'on n'utilise pas, et éteindre les climatiseurs, oui, sensibiliser les gens. Donner la place à une institution, au ministère, le IMO, qui s'occupe de l'efficience énergétique. Ce matin, j'ai présenté un papier au cabinet pour limiter les standards des climatiseurs. C'est dans notre plan. C'est un plan que nous mettons en pratique depuis 1 mois pour voir la performance énergétique des bâtiments. Tout cela, c'est, après les climatiseurs, il y aura bien sûr les réfrigérateurs, les éclairages, les machines industrielles, pour pouvoir gagner cette bataille contre la croissance. La croissance qui nous demande tous les 2 ans, tous les 3 ans, de mettre des machines de 30 mégawatts, de 40 mégawatts, qui coûtent de l'argent, on parle de milliards. Et ce ne sont pas des machines on the shelf, ce sont des machines qui demandent 2 ans, 3 ans pour entrer en place. Et nous allons, avec la collaboration du cabinet, bien sûr, avec l'approbation des collègues ministres et le gouvernement, d'étudier the time of use tariff. Si la demande continue à augmenter, nous allons devoir peut-être étudier
la possibilité d'introduire the time of use tariff. Donc vous payez l'électricité, quand c'est plus cher, vous payez plus cher. Quand c'est moins cher, vous payez moins cher. Donc on vous décourage à utiliser l'électricité quand c'est la pression sur le CUB. Le smart grid, un réseau intelligent, très important pour pouvoir augmenter notre part d'énergie renouvelable sur le réseau. Tout cela est un plan énergétique. C'est un plan énergétique qui est en place. Bien sûr, nous allons devoir discuter avec les membres du cabinet, voir avec les stakeholders, voir avec le secteur privé, voir avec nos partenaires, les Independent Power Producers, renouveler bien sûr les PPA existants pour pouvoir assurer cette sécurité énergétique. Dans tout cet ensemble, Madame la Présidente, nous ferons tout ce qui est humainement possible pour assurer notre sécurité énergétique. Je vous remercie, Madame la Présidente. Honourable third member for constituency number 12. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, it is the greatest of honor for me to address this August Assembly today on the 2025-2029 Government Programme, a bridge to the future, which was presented by His Excellency, the President of the Republic of Mauritius. Madam Speaker, I seize this opportunity to thank the Prime Minister, Honourable Dr. Naveen Chandra Ramgoolam, and the Deputy Prime Minister, Honourable Paul Béranger, and the other leaders of our alliance, and without forgetting my ex-head of chambers, the Attorney General, Mr. Gavin Glover, for allowing me the time and space to be a candidate in constituency number 12. My heartfelt gratitude goes to my colleagues, Honourable Ritesh Ramphal, Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade, and Honourable Tony Apollon, and to the electors of the constituency number 12, Mayberg Plaine-Magnan, for placing their trust in me, and I would like to give them the assurance that I shall, during my mandate, pay an attentive ear to their expectations, hopes, their needs or apprehensions. To the electors, let me assure them that I shall devote myself to defend their interests fearlessly. Madam Speaker, the 2025-2029 Government Programme comprises of a visionary action planned to bring about long-awaited changes within our country. Not only does it aim to rebuild some of our country's pillars, but it shines with the will of the government and a dear need to reconstruct our democracy. Madam Speaker, it was long awaited to restore the confidence of the nation in the government to propose concrete actions to combat the scourges of our society and to come up with measures to safeguard and uphold the rights of the people. One of the measures on which I would like to comment, Madam Speaker, is the will of the government to address the issue of drug trafficking, which is a matter of urgency. Madam Speaker, the fight against drug trafficking has become the concern of each and every one of us because we will never stop hammering that drug addicting erodes all the families without distinction. The lack of cohesion amongst the institutions may have impacted in the fight against drug trafficking. I firmly believe in rehabilitation of drug addicts and that the institution should work together. Hence, my complete support to the aim of this government to adopt bold measures to end the suffering of families. It is a known fact that drugs are also transported by sea, and it is a matter of regret that all our resources are not used efficiently. I believe that if we give the means to the National Coast Guard, which is at the front line to detect any illegal activity within our maritime zones, this will act as a deterrent for the drug
traffickers. The National Coast Guard should increase its patrols within the maritime zones and be on the lookout at all times because they have the duty to detect, prevent, and suppress any illegal activity. Hence, the National Coast Guard should be given adequate means, the required staff and equipment to carry out its purpose. The 2025-2029 government program recognizes that for many families, scourges such as drugs addiction constitute a threat to their serenity and harmony. It is indeed urgent to identify the reasons for such an increase in drug addictions and to address them. It is a strong signal should be sent to the drug traffickers in order to detract them from believing that it will be all too easy to transport drugs within our country. They should be fearful, approach our shores, and in order for this to be achieved, it is most urgent that an action plan be devised. Madam Speaker, the reconstruction of the healthcare system was also a long-awaited measure. The people have nurtured for change, and we have to give our best to honor our promises. But I can affirm, Madam Speaker, that the work has already started. Following a joint request made by us, the elected members of constituency number 12, on the 10th of February 2025, Honourable Minister Anil Bechu, Minister of Health and Wellness, effected a surprise visit at Mayberg Hospital around 1500 hours. The constat was worrying. Not only was the building in deplorable conditions, but it was noted that there was a restricted service available and a lack of coordination among the personnel of the hospital, which explains why the inhabitants of Mayberg have to travel all the way to other hospitals or healthcare centers to seek medical assistance or treatments. Some inhabitants of Mayberg and surrounding regions have also reported that there was a shortage of ambulances, or if ever there was an ambulance, it would take 1 to 2 hours to reach their homes. It is clear that over the years, such conditions have been tolerated by the previous government, and we can only wonder why and how. However, in a world where access to medical assistance has become an exigency and the rights of the people have to be safeguarded, we cannot tolerate or accept such a situation. This constat helped us to identify those critical aspects at the Mayberg Hospital which have to be addressed immediately. The Mayberg Hospital, as it nowadays clearly does not have adequate resources to provide and deliver an effective healthcare system in this region. But with the help of the Ministry of Health and Wellness, we shall work towards its refurbishment. It is also the objective of the government to provide access to sports for all. Madam Speaker, after more than 3 months of tenure as member of the National Assembly, I was appalled to discover the state of some of our public infrastructures in the constituency number 12. I will mention the swimming pool of Maud Albert, which is illustrative of the lack of commitment and consideration for the people of the previous government. Prior to a constat being done at the beginning of January 2025, this swimming pool has been inoperative for months and left in unacceptable conditions. With the help of Honourable Minister Deven Nagalingam, Minister of Youth and Sports, the fight against time to get the swimming pool ready by the Independence Day have already started. And I have no doubt that as soon as the swimming pool will become operational, it will give a breath of hope to the people of the region. Madam Speaker, as aptly remarked in the 2025-2029 government program, happy, supportive families
are the foundation of a healthy, stable, and sustainable society. A stable society also entails having an efficient judicial and legal system. It is also the aim of this government work on reforms pertaining to the judicial and legal system. May I, Madam Speaker, remind this August Assembly of the difficult conditions in which judicial and legal officers, magistrates, barristers, or attorneys work every day. The shared courtrooms amongst magistrates, the lack of proper ventilation, the deplorable conditions of some courtrooms, which may constitute a hazard for members of the public and members of the legal profession, or the lack of seating arrangements in courtrooms as a result of which attorneys, barristers, and members of the public attending courts have to squeeze in an exiguous courtroom and wait for their case to be called at last. Sometimes members of the public have to wait outside the courtroom due to lack of space inside. May I also mention the courtrooms de fortune. There is an exhaustive list of issues to be addressed regarding access to justice, which starts with having the proper infrastructure to dispense justice. Madam Speaker, if the government wants to instill confidence in the judicial and legal system, this should include the renovation of the courtrooms so as to reflect the decorum required and expected respect. The government promised to come up with changes, and we must live up to the expectations of the people, for the government works for the people, because aren't they the ones? Sitting in their homes and judging the work accomplished by the government, there are changes which cannot be delayed, and one of these is the reform to the judicial and legal system. Madam Speaker, I shall conclude by saying that the 2025-2029 government program is a bold and ambitious program. It must not be forgotten that we carry the hopes and expectations of the people on our shoulders. We must not only aspire to act, we must inspire and act. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Thank you so much. Junior Minister, Honourable Pierre. Madame la Présidente, honorables membres de cette auguste Assemblée, j'ai choisi pour ma première intervention au sein de cette Assemblée de rendre hommage au Père de la Nation, comme l'honorable Édouard l'a fait, en prenant une citation de Warren Buffett. Il y a aujourd'hui un homme assis à l'ombre d'un arbre parce qu'un homme là-bas a cru bon de le planter. Effectivement, je suis un des premiers bénéficiaires de l'éducation gratuite et je suis sûr que, même s'il ne l'a pas dit, il a sûrement vu pendant son discours pour la présentation de l'éducation gratuite, il avait vu au sein même de cet hémicycle quelqu'un issu d'une cité ouvrière, d'une famille défavorisée, se tenant debout quelques années, des décennies plus tard, et s'adressant à cette Assemblée. Je souhaiterais également remercier mes parents, mon père qui est parti, qui m'a vu prêter serment juste avant de partir, ma mère qui me regarde et tous mes bienfaiteurs. Je ne saurais oublier le Premier ministre que j'ai rencontré pour la première fois en 2017, qui m'a fait confiance pour cette élection, et tout au long, le Deputy Prime Minister, l'honorable Paul Raymond Béranger, qui m'a accueilli dans la circonscription numéro 19, et mon frère jumeau qui n'est pas là, Devon Nagalingam. Je dois dire que c'était une des plus belles expériences de ma vie d'être aux côtés d'un géant historique comme Paul Béranger. C'est quelque chose que même dans mes rêves, je ne m'attendais pas. Donc, honorable Paul Béranger, merci beaucoup. Je ne saurais oublier ma circonscription, la circonscription numéro 19. J'ai eu que 5 semaines pour faire campagne. Ils ne me connaissaient même pas
et ils m'ont porté avec cette vague que toute la nation mauricienne, et on va parler d'un pont, le pont qui se dresse vers l'avenir, un pont dont la première pierre était posée par le peuple. Avec raison, certains avaient dit que ce peuple est admirable, puisque ce même pont est venu des pierres détruites d'un mur que le régime précédent avait construit, un mur de la haine, un mur de la discorde, de la division. Je ne saurais revenir sur tout ce qui a été dit pendant le début des débats, mais je crois que, même si je condamne avec force les moustaches leaks, mais je crois que c'était la main divine qui voulait que ce peuple mauricien comprenne et voie quel régime qui les dirigeait. Il y a deux choses que je souhaiterais m'attarder sur. Nous avons un mandat pour travailler et il nous faut nous atteler à construire ce pont. Et deuxièmement, même si une opposition est importante pour toute démocratie, Madame la Présidente, le peuple mauricien ne doit jamais oublier cette période noire de notre histoire, 2014 à 2024. Le peuple mauricien n'a pas le droit d'oublier, même si je sais qu'il y a une attente au sein de la population. Effectivement, nous sommes là depuis maintenant un peu plus de 100 jours. Nous n'avons certainement pas passé les lois, les 77 lois qu'un certain Franklin Roosevelt avait passées, mais il y a eu beaucoup de choses de fait. Je souhaiterais lire quelque chose, un message que j'ai reçu d'une amie en parlant de nos travaux, qui suivaient nos travaux. Madame la Présidente, et je vais profiter pour vous féliciter, ainsi que votre adjoint, pour votre nomination au sein de l'Assemblée. Hello, je regarde votre session, je cite au Parlement en direct. Ah si, il nomme le pays, une des plus grandes démocraties du monde, si on pouvait prendre modèle pour le respect, la discipline, bonne journée, bisous. Je souhaiterais rappeler à cette Assemblée, ceux qui l'ont vécu en direct, comme ma collègue Stéphanie et Patrick et tous les autres, mais surtout aux Mauriciens, puisque nous avons une mémoire très très courte. Il ne faudrait pas oublier qu'au sein même, des fois je me pose la question et je demande aux anciens députés, est-ce que c'était ici que se tenait l'Assemblée? C'est dans cette même Assemblée que se passaient ces films, et en contraste avec ce que mon ami m'envoyait de l'étranger, à l'époque, mon fils m'envoyait des messages, des clips vidéo, des séances du Parlement, avec pour seul commentaire, gros lol. Donc, il ne faudrait pas que, et c'était une des promesses du programme, ce pont dressé vers l'avenir, la restauration de la démocratie. Et personne aujourd'hui, ni même l'opposition et le peuple qui nous regarde, ne peut contester que vous avez, Madame la Présidente, avec le Deputy Speaker, ainsi que tous les membres de l'Assemblée, instauré, restauré la démocratie, qui est un pilier important de notre pays. Mon collègue a trouvé bon de mettre l'heure à côté de moi, donc je vais aller très vite. Donc, par respect pour l'heure de l'Assemblée, je ne m'attarderai pas sur tous les projets déjà initiés. Vous avez 2 minutes. Non, j'ai 4 ici, madame. On a mis l'horloge. Vous excuserez. Donc, tous les projets déjà initiés, enclenchés. Nous avons eu à traiter notre suspension de la SADC, le deal des Chagos et tous les autres projets. Mais je prendrai les 2 ou 3 minutes qui me restent maintenant pour parler du tourisme. Nous avons rapidement, à la page 14, que nous apprenons avec le ministre de tutelle Parker, les mesures phares de notre programme. Pas plus tard que ce matin, à la demande du ministre, j'ai présidé un comité privé-public pour assister le secteur privé dans sa démarche en vue de la basse saison. Mais je dois juste vous dire, pour vous parler de l'état du tourisme aujourd'hui. Je prendrai un rapport de Axis de novembre 2024 qui parle que les revenus, les dépenses par touriste n'ont pas augmenté, a même chuté de 7%
ces 10 dernières années, le client aujourd'hui dépense 114,95 € par jour chez nous, inacceptable. Et avec le ministre Richard Duval, c'est ce que nous attardons à faire. Nous sommes à la tâche aujourd'hui pour diversifier l'offre. Et il ne faut pas oublier, nous sommes vulnérables comme pays. Nous ne pouvons pas développer n'importe comment. Le développement durable est au centre de ce programme. Juste, aujourd'hui, l'État, je vous donne juste un audit de la MTPA, qui est censé être le véhicule de promotion, la Mauritius Tourism Promotion Authority. Et ça dépasse ce que vous voyez dans la presse, comment l'argent est utilisé. Aujourd'hui, l'autorité de promotion de notre pays n'a pas de département de presse. Nous n'avons pas un presse attaché, basé à l'île Maurice. Nous n'avons pas de département de marketing. Tout est outsource aujourd'hui. Tout est à refaire. L'état de notre tourisme aujourd'hui, l'état de nos infrastructures aujourd'hui est dans un état lamentable. Madame la Présidente, honorables membres de l'Assemblée, nous avons beaucoup de choses à faire. Vraiment, une lourde tâche nous attend dans la reconstruction. Mais en écoutant les membres, et je remercie le docteur l'honorable Babita Thannoo pour cette motion, en écoutant tous ces parlementaires, cette jeunesse, ce pont aujourd'hui repose sur l'expérience de plusieurs décennies et de cette jeunesse qui se dresse aujourd'hui vers l'avenir. Je n'ai aucun doute. Nous sommes confiants. Nous sommes conscients que le peuple attend beaucoup de nous et confiants que ce pays est entre de bonnes mains. Il a été maltraité, martyrisé, pour reprendre les mots de mes collègues, les autres membres de l'Assemblée, pendant 10 ans. Et je peux vous assurer que pendant ce mandat de 5 ans, surtout nous, aux touristes, avec le leadership du ministre Richard Duval, nous allons amener ce tourisme, ce ministère à bon port. Je vous remercie. Merci. Honourable Minister, Madame Nava. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord vous féliciter pour votre nomination et celle de mon collègue, mon vieux collègue, le 3e député de Belle-Rose Quatre-Bornes, pour sa nomination en tant que vice-président de la Chambre. Je voudrais également féliciter les membres qui sont intervenus avant moi pour leur maiden speech aujourd'hui. Madame la Présidente, le programme gouvernemental 2025-2029 n'est pas seulement une feuille de route, mais une vision audacieuse pour notre avenir commun. Il s'agit en effet d'un contrat ambitieux visant à éradiquer les inégalités systémiques et à promouvoir une société juste, inclusive et équitable. Pour atteindre cet objectif, Madame la Présidente, l'engagement actif de chaque citoyen est essentiel. Nous devons construire une nation où chacun se sent valorisé et où chacun a la possibilité de contribuer pleinement. Ce programme, le programme de ce gouvernement, repose sur des piliers fondamentaux. Et un de ces piliers se trouve être un nouvel ordre social fondé sur la stabilité familiale, l'équilibre travail-vie et le concept de gender equality. Madame la Présidente, notre programme pour les 5 prochaines années représente notre promesse de construire une République de Maurice équitable, solidaire et inclusive. Ce gouvernement a l'ambition de bâtir une nation où chaque Mauricien, qu'importe ses origines et son milieu social, a la possibilité de prospérer et de contribuer à notre avenir commun. Pendant 10 ans, Madame la Présidente, le peuple a été sacrifié sur l'autel du noubanisme.
Zot tout dimoun qui bizin gagné. Zot dimoun bizin gagné. Leur devise était tout pour nous et tout de suite. Il n'y a qu'à voir toutes les décisions prises par l'ancien gouvernement pour se faire une idée de cet écosystème mis en place au plus haut niveau par l'ancien régime. Un petit exemple tout simple, mais qui revêt toute son importance, comme par exemple accorder un contrat de gardiennage à une société qui zot dimoun pour la surveillance des centres tombant sous mon ministère. Ensuite, les centres sont fermés, les centres des femmes, les centres récréatifs pour enfants, avec pour résultat que l'agent de sécurité ne se présente plus sur place et les centres sont sujets au vandalisme. Un véritable pillage. Il faut voir l'état des centres. Surtout, je vous invite, Madame la Présidente, à visiter le centre des femmes d'Abercrombie, à Sainte-Croix, par exemple, pour comprendre l'étendue des dégâts laissés par l'ancien régime. C'est à se demander si l'intérêt des femmes et des enfants était une priorité pour l'ancien gouvernement. Zéro activité dans les centres. Zéro activité dans les centres pour les femmes. Zéro activité pour les centres censés être des centres récréatifs pour les enfants, que ce soit à Maillebourg ou à Pointe-Sable. Depuis mon retour au ministère, Madame la Présidente, j'ai été outrée de constater que malgré les projets énumérés par l'ancien régime sur leurs pseudo-bonnes intentions, dans l'intérêt des plus démunis, rien n'a été fait. Il n'y a qu'à voir l'état dans lequel se trouvent les shelters pour enfants, en particulier celui appartenant au ministère. Des armoires sans porte, où les enfants doivent disposer leurs vêtements tous ensemble. Intimité des enfants, pas respectée. Ces petits, Madame la Présidente, sont les enfants de la République. Ils sont dans les shelters, pas à leur demande, mais souvent parce que leur maison n'était plus un lieu sûr pour eux. Voilà pourquoi l'État les place dans un abri pour les protéger, mais pas pour les martyriser. Avec ce gouvernement, Madame la Présidente, tout cela a commencé à changer. Le bien-être de ces enfants est notre souci quotidien et leur épanouissement notre mission première. Madame la Présidente, la résilience familiale est au cœur de notre stratégie de développement national. Nos familles, en particulier les mères célibataires, vivent des situations très complexes ces derniers temps. Elles sont désarmées car elles ont été abandonnées, malheureusement. Le gouvernement sortant avait démissionné devant ses responsabilités vis-à-vis des familles. Ce n'est pas un petit 1000 roupies par-ci, un petit 2000 roupies par-là qui va aider les familles. Nous avons d'ailleurs constaté le résultat. Notre gouvernement est convaincu que l'autonomisation et la prospérité des familles passent par l'accompagnement, qui est absent depuis de nombreuses années. Et notre action va se concentrer à l'accompagnement des familles. Madame la Présidente, la véritable égalité de genre ne peut être atteinte sans justice économique. Les femmes à Maurice continuent de faire face à des barrières dans le secteur de l'emploi, la propriété d'entreprise et l'indépendance financière. Ce n'est pas seulement une injustice, c'est une perte économique pour toute une nation. Pour corriger cette injustice, ce gouvernement va prendre les actions nécessaires. And we mean business. Nous allons agir. Madame la Présidente,
la pauvreté n'est pas une fatalité. Pendant trop longtemps, on a fait croire aux plus démunis que dit le suivre canal, et que s'ils ont pris naissance dans une famille pauvre, tel sera leur sort jusqu'à la fin de leur jour. Le gouvernement sortant a plongé les plus pauvres dans un gouffre au lieu de leur tendre la main et les hisser vers le haut, avec pour résultat que notre société s'est décomposée, déchirée, et tous les liens de solidarité effrités, à la ville comme à la campagne. Madame la Présidente, j'en viens à présent à ce fléau social qui gangrène notre société, la violence basée sur le genre. C'est une urgence nationale qui exige une réponse immédiate et globale. Aucune société ne peut se dire progressiste ou juste lorsque des femmes et des enfants vivent dans la peur des abus, de la violence et de l'exploitation. Ce gouvernement prend actuellement des mesures audacieuses et sans compromis. Savez-vous que le gouvernement sortant avait pour projet de remettre la somme de 5 000 roupies à une femme victime de la violence? Il y a 2 jours, une dame m'interpelle. Elle me dit ceci: « Oh Yann, ou bizin tire ses affaires 5 000 roupies là, quand une madame gagne une claque. C'est pas casse qui bizin, c'est sécurité et formation qui bizin pour lui refaire sur la vie. » En effet, cette femme a vu loin, elle a raison. La législation sur la violence domestique est en train d'être revue pour renforcer des mesures de protection et de recours juridiques pour les survivors. En même temps, Madame la Présidente, nous lançons une campagne de sensibilisation contre la violence. Tolérance zéro pour les abus domestiques et favorisant une culture nationale de respect et de responsabilité, ciblant tous les membres de la famille. Nous prônons un nouveau paradigm shift au sein des familles. Madame la Présidente, une des sources de la violence au sein des familles est l'abus de drogues illicites, les stupéfiants, drogues dures ou synthétiques. Sur les réseaux sociaux, j'ai été peinée, comme tout le monde, de voir cette mère battue par son fils sous l'emprise de la drogue synthétique. Toute cette violence dans notre société est liée au pourrissement de la situation de la drogue qui mine les familles. Ce gouvernement va faire renaître la NATRESA, tuée par l'ancien gouvernement. Il était primordial de mettre en place une agence nationale de coordination pour lutter contre le trafic de drogue et soutenir les familles des victimes de la toxicomanie. Nous visons, Madame la Présidente, non seulement à punir les trafiquants, mais aussi à soutenir et à autonomiser les familles et les communautés pour qu'elles se libèrent du cycle de la dépendance. Car la lutte contre la toxicomanie va au-delà des mesures punitives. Nous devons également investir dans des programmes de réhabilitation complets pour les familles touchées par l'abus de substances. Parallèlement, Madame la Présidente, la prévention est tout aussi cruciale. À travers notre réseau de centres sociaux, de centres communautaires, de centres de femmes, trop longtemps restés fermés, Dieu sait pourquoi, des campagnes communautaires pour éduquer les jeunes, les parents et les éducateurs sur les dangers de la consommation de drogue seront lancées. Madame la Présidente, il s'agit aussi d'assurer le développement intégral de chaque enfant de notre République. C'est ainsi que nous veillerons à ce que les enfants reçoivent des soins de qualité dans les crèches. Nous établissons et appliquons des normes pour les Child Care Centers en mettant l'accent sur la sécurité et le développement de l'enfant, tout en s'assurant que les parents puissent s'adonner à leurs activités professionnelles. Est-ce qu'il existait vraiment une politique de protection d'enfants? Il y a eu sans nul doute des lacunes, des omissions, des pas moins salissants. C'est inadmissible que les autorités censées protéger les enfants
se renvoie la balle. Vous imaginez, Madame la Présidente, que des images d'enfants, mineurs, bouteilles d'alcool en main, en compagnie d'un prédateur, en petite tenue, soient restées sur la toile, sur Facebook, pendant plus d'une année, sans qu'aucune action ne soit prise? Il aurait fallu que nous prenions les choses en main, arrivés au pouvoir. Et ce gouvernement ne va pas tolérer de telles choses. Il y a ce problème d'enfants en danger sur Internet, d'enfants victimes de bullying à l'école. C'est un phénomène à ne pas prendre à la légère. Mardi dernier, Madame la Présidente, j'ai assisté avec douleur aux funérailles de cette jeune étudiante de 15 ans, victime de bullying. Elle a commis l'irréparable. C'est à déchirer le cœur, Madame, quand vous constatez le désespoir de ces parents qui avaient tout misé sur leur enfant. Mais ce n'est que le sommet de l'iceberg. Depuis mardi dernier, ma boîte e-mail est inondée de messages venant des parents dont les enfants sont victimes. Certains parlent de sectes, alors que d'autres parlent de pressure group et d'autres encore de gangs. Mes collègues ministres de l'ICT et de l'Éducation et moi-même, nous ne sommes pas insensibles à ce problème. Nous sommes en constante consultation pour décider de la marche à suivre, pour protéger nos enfants. Mes conseillers au ministère ont travaillé depuis plusieurs semaines sur un autre phénomène, Telegram, où des photos indécentes, montage ou pas, sont partagées en échange d'une somme d'argent. Ces découvertes, Madame la Présidente, sont troublantes. J'ai parlé aux parents concernés. Le transfert d'école n'est pas la solution. Il faut s'attaquer à la racine du mal. Comment? Il faut trouver la réponse. Le document de ce télégramme a déjà été remis à la police vendredi dernier et je suis confiante que cette dernière fera diligence. Au passage, je dois dire, Madame la Présidente, que le commissaire de police means business. Cette entreprise ne pourra être menée en isolation. Mon ministère collabore déjà avec divers organismes gouvernementaux, organisations non gouvernementales, qui n'étaient pas écoutées pendant de nombreuses années, ainsi que des agences internationales pour assurer une approche multipartite afin de mener à bien notre mission. Nous allons gouverner dans la transparence. Ce ministère a trop longtemps été hermétique. Des lois sont actuellement en préparation, comme le Adoption Bill, et nous revoyons les regulations autour des crèches et les législations pour renforcer la protection contre la violence basée sur le genre. Toutes ces mesures feront l'objet de larges consultations avant leur mise en application. Le projet de famille d'accueil sera redynamisé parce que nous pensons que la place d'un enfant est dans une famille. Le bien-être, la sécurité et le développement des enfants de notre République restent au cœur de notre agenda politique. Madame la Présidente, notre priorité est de briser le cycle de pauvreté et d'investir dans un avenir où nos enfants peuvent pleinement réaliser leur potentiel en tant que prochaine génération de leaders. Mais il y a cependant une épée de Damoclès qui balance à une vitesse folle sur notre planète, et elle est effrayante, le changement climatique. Le changement climatique est une menace existentielle, et en tant que membre du gouvernement, je suis extrêmement préoccupée par les impacts de ce changement. Dans ma circonscription, à la moindre petite pluie, c'est l'angoisse. Que ce soit du côté du canal d'Aïeux,
à Sable Noir, à Pointe-Sable, où vit également une importante communauté chagossienne et une communauté de pêcheurs, à Canfiringa, à Débarcadère, à Richelieu, à Paille, les gens vivent dans la peur d'une inondation. À chaque inondation, ce sont tous les effets personnels qui sont endommagés. À peine ont-ils acheté des nouveaux mobiliers et matelas que ceux-ci sont déjà abîmés par une nouvelle inondation. Et c'est encore de l'argent perdu. Ils n'en finissent pas de s'endetter. Les effets du changement climatique sont déjà à nos portes. La crise de l'eau, sa gestion, le manque de pluie, nous sommes en plein cœur de cette réalité. Les sécheresses prolongées et les pénuries d'eau affectent notre quotidien et mettent en péril notre agriculture, notre santé et notre économie. Ce gouvernement s'y attelle déjà pour atténuer ces impacts et protéger notre avenir. Nous avons également un gros problème de transport public dans la circonscription et mon collègue ministre m'a assuré qu'une solution sera très vite trouvée pour soulager les usagers de la route dans cette région. Les mesures que nous prenons aujourd'hui détermineront la qualité de vie des générations futures. Nous serons à la hauteur de cette responsabilité et nous allons montrer l'exemple en matière de durabilité et de gestion des ressources. Dans le passé, il y a eu trop de promesses non tenues. Il est indispensable de renforcer notre collaboration avec les organisations internationales et les pays voisins pour partager les meilleures pratiques et coordonner nos efforts de lutte contre le changement climatique. Madame la Présidente, ce gouvernement est déterminé à protéger notre environnement, tout en mettant l'accent sur l'égalité des sexes, sur l'égalité et la justice pour tous, valeurs indissociables du gender equality. Ce programme gouvernemental renforce l'égalité des sexes et la justice au travail. Il protège les femmes et les enfants contre l'exploitation. Il garantit que chaque Mauricien, quel que soit son genre, son origine ou son statut socio-économique, ait l'opportunité de s'épanouir. L'heure est venue de transformer nos aspirations en actions concrètes. Nous avons devant nous une opportunité historique de redéfinir notre avenir collectif. Chaque réforme, chaque initiative, chaque mesure que nous mettons en place est un pas de plus vers une société équitable, résiliente et prospère. Notre projet est ambitieux, certes, mais nous avons le soutien de la population. Nous avons également un leadership fort. 2 anciens premiers ministres, 2 patriotes qui n'ont rien à prouver. Ils ont tout laissé pour se mettre au service de la population, au service du pays. Il fut un temps où Maurice était l'étoile et la clé de l'océan Indien. Il fut un temps où Maurice était le modèle du continent africain. Mais ça, Madame la Présidente, c'était avant-hier. Solidaires, faisons de la République de Maurice un exemple éclatant de progrès et de solidarité, comme ce fut le cas avant-hier. Solidaires, construisons un avenir où chaque Mauricienne, chaque Mauricien retrouve sa dignité et sa fierté, comme ce fut le cas avant-hier. Solidaires, faisons de notre nation un modèle de justice et d'inclusion pour le monde entier, comme c'était le cas avant-hier. Let Mauritius be Mauritius again. Merci. Merci. Monsieur l'honorable Honourable Minister, Mr. Sikwan. Madam Speaker, I beg to move for the adjournment of the debate. Thank you. The question is that the debate be now adjourned. Those in favour say aye. Aye. Those against say no. The ayes have it.
Honourable Prime Minister. Madam Speaker, I beg to move for the adjournment of the House to Friday, the 28th of February at 3 p.m. Just getting you. The motion must be seconded? Okay. Okay. The question is that the House be adjourned to Friday, the 28th of February at 3 p.m., right? Those in favour say aye. Those against say no. The ayes have it. The House stands adjourned. Yes. If you have no question, yes? Yes, late hour, but you can. Thank you, Madam Speaker. I won't be long. Madam Speaker, the issue I'm raising tonight is addressed to Honourable Minister of Gender Equality and Family Welfare with regards to the recent brutal killing of a young 16-year-old CB, a tragic and traumatic crime that deeply shocked Rodrigues. Well, I offer my heartfelt condolences to all families. Madam Speaker, when I saw a disparate mother and families after lost in January loss, as raised by Honourable Omir, another young daughter following a maternal death who want to hear justice for her young girl, and also having witnessed and felt the pain and sadness from families of the victim and relatives of accused murderer, it hurts a lot. Let's pray and may peace of the Lord be upon all of them. As Speaker, in that regards, I shall request the Honourable Minister to extend urgent necessary supports to all the families and to other needy juveniles in collaboration with local authority and institutions thereat, as Rodrigues is not used to such atrocities. I thank you. You will look into it. Yeah. I thank the Honourable Member for raising this sad issue, which is very sad indeed. We were all very shocked with this news, and I wish also to present my sincere condolences, sympathies to the bereaved family. I will certainly request my ministry to contact the bereaved families if this has not yet been done, and we will provide the necessary assistance. Thank you. Thank you.